Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver après un mois d'absence et pour une vidéo très importante chaque année. Bah oui, on va beaucoup parler dans cette vidéo du Royal Rumble, évidemment, à l'heure des choix. C'est le titre que j'ai donné à cette vidéo, puisque la VVE est à l'heure de faire des choix cruciaux pour la Road to WrestleMania. Il va falloir faire les bons choix, faire des choix judicieux qui vont nous permettre de nous donner quand même de la hype dans toute cette route qui va nous conduire donc jusqu'à Mania sur les 2 mois à venir. Donc je compte vraiment sur la VVE pour ne pas nous décevoir de ce point de vue-là. Il y a quand même pas mal de candidats. On peut dire quand même que ce Rumble s'annonce, je trouve, assez indécis. Ça, je trouve que ça, c'est la bonne nouvelle par rapport, je dirais, au Rumble qu'on a pu avoir ces dernières années. Ça, voilà, c'était pour la courte introduction. On va passer tout de suite au sommaire de cette vidéo. Le voici. Voilà, les pronostics, évidemment, du Royal Rumble à Indianapolis. Ça sera le gros morceau de la vidéo, et on terminera comme d'habitude avec le top 5 des matchs du mois écoulé, donc depuis fin décembre jusqu'à aujourd'hui, donc un gros mois là, avec toutes les fêtes. Et puis tous les shows là qu'il y a eu, évidemment, c'est en général un top 5. Le top 5 de janvier est toujours compliqué parce qu'il y a eu énormément de choses. Au Japon, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de shows en début d'année, notamment autour du jour de l'an. Donc forcément, il y a énormément de matchs, énormément de candidats, et donc c'est très compliqué de faire des choix. Ça, c'est toujours difficile le premier top 5 de l'année. Voilà, donc on va passer sans plus attendre. Donc au gros morceau, à savoir les pronostics du Royal Rumble. On va afficher tout de suite le poster du show. Le voici, le poster officiel. Donc le compte 1, 2, 3, avec plein de visages dont on sait déjà qu'on les verra, puisqu'ils ont été déjà annoncés participants au Rumble, ou alors ou même pour certains, je pense à Cody Owens, ça c'est carrément pour un match. Certains pour l'instant n'ont rien. On voit Gunther, on voit Damien Priest, on voit Dominic Mysterio, on voit Jimmy Uso là tout en haut. Voilà, ceux-là pour l'instant ils sont pas là. Maintenant, c'est pas impossible qu'ils aient une petite place lors du Rumble match. Voilà, faudra bien de toute façon remplir le match, la carte, et puis le match avec qui a 30 participants. Mais il faudra quand même pas mettre n'importe quoi, n'importe qui, et quand même qu'on ait quand même des choix, je dirais, des choix de participants aussi qui se tiennent et qui nous fassent envie aussi, et puis qui permettent aussi de faire avancer certaines histoires. Donc voilà, c'est toujours pareil chaque année de toute façon. En termes d'horaire, ce sera minuit, donc ça va être assez tôt pour nous, donc ça c'est bien. Et le kick-off, ça va être parti pour être 2 heures, donc 22 heures chez nous. Donc faudra être à l'heure, même si le kick-off, comme d'habitude, le countdown, maintenant on sait qu'il y a très peu de chances d'avoir des matchs. C'est de la parlotte, mais en tout cas, si on veut être un peu hypé, ce sera le bon moment. Il y aura des interviews, et pourquoi pas, alors peut-être des annonces. Bon, j'avais pas trop aimé dernièrement. Ces annonces de participants au Rumble comme ça en plein kick-off. J'espère qu'ils ne tomberont pas dans cet excès-là. J'espère pas, parce que pour l'instant, on a quand même une certaine chance actuellement, c'est d'avoir quand même encore beaucoup de non-participants annoncés. Il n'y a que 10 hommes pour l'instant annoncés et 7 femmes. Donc pour l'instant, on est bien. En termes de surprise, on va dire, pour l'instant il y a ce qu'il faut, mais j'espère pas qu'on nous dévoile comme ça plein de noms en kick-off comme ils avaient pu le faire il y a pas longtemps. Donc j'espère que voilà, ça ils sauront le faire. Je compte sur eux pour ça. Voilà, et pour l'instant 4 matchs annoncés, et je pense qu'on peut rester sur ce format-là. Les 2 Rumble, on sait, vont prendre beaucoup de temps. Et 4 matchs, c'est pas la première fois qu'il le ferait, donc je pense qu'on peut rester là-dessus. Et du coup, on va passer justement au pronostic de ces 4 matchs, et on va commencer par un match tag team comptant pour les titres WWE Tag Team Championships entre DIY et les Motor City Machine Guns. Dans un 2 out of 3 falls, j'ai rajouté la stipu en bas à gauche pour pas l'oublier. Déjà ça fait plaisir parce que on était nombreux à
à se plaindre, on va dire, que les titres tag n'étaient jamais défendus en pay-per-view. Et c'est vrai que ça commence à faire un bon paquet de temps que ce n'était pas arrivé. Donc voilà, on peut s'en réjouir. En plus, on a deux bonnes équipes. L'affiche est belle. Elle donne envie. 2 out of 3 falls. Une bonne petite stipu. Ce qui veut dire que du coup, c'est un match qui promet d'être quand même relativement long, je dirais. Ça donne du temps, en tout cas, pour, je pense, bien développer ce match. Alors j'espère qu'ils vont pas que le premier point va pas être vite expédié en 1 minute, hein, ça serait dommage. Mais en tout cas, on devrait quand même avoir suffisamment de temps pour le développer. On va dire qu'il y a ce qui est bien, on va dire, si on doit saluer quelque chose, c'est qu'il y a eu une tentative quand même de redonner un peu d'intérêt à la division tag du côté de SmackDown. Alors, on va dire que je suis mesuré dans la mesure où l'histoire qu'ils sont en train de raconter au sein des tag teams ne me passionne pas des masses. Je la trouve un peu fade et je pense qu'il y avait mieux à faire. Maintenant, si je dois voir le côté positif des choses, c'est que, comme je le disais, oui, au moins on redonne de l'intérêt à la division tag, on voit les équipes. Et donc on voit, alors on a vu les Street Profits qui malheureusement sont blessés, donc malheureusement là ils sont pas dans la course, mais en tout cas ils étaient impliqués. On revoit les Los Garza, donc ça c'est bien aussi. On voit les Pretty Deadly, on voit DIY et on voit les MCMG, donc on voit plusieurs équipes à SmackDown, donc ça c'est bien. On retrouve un peu de densité autour des titres. Maintenant l'histoire, oui, l'histoire me passionne pas. Cette espèce d'association plus ou moins, on va dire, en tout cas, Pretty Deadly, ils y croient, mais bon, je pense qu'ils sont beaucoup utilisés par DIY. Mais en tout cas, il y a cette histoire d'association plus ou moins avec DIY qui essaye surtout de jouer les cowards, hein, et de fuir les MCMG. Donc, ils ne voulaient pas les affronter. Et du coup, ils ont essayé de faire en sorte d'utiliser les Pretty Deadly pour jouer ce rôle-là et de les empêcher que les MCMG les affrontent. Comme ça, ils pourraient avoir en échange un match de championnat. Bon, ils ont merdé, ils ont tenté, du coup, au final, les MCMG, ils l'ont ce match de championnat. Donc, voilà, on sent que les Pretty Deadly, on sent quand même qu'ils sont un peu les dindons de la farce dans l'histoire. Il y a peut-être une tentative de face turn qui est en train d'opérer au sein des Pretty Deadly. Je pense que ça pourrait fonctionner, d'ailleurs. Hein. Je pense que ça pourrait très bien fonctionner en face. Et ouais, j'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre ce chemin-là. Et voilà, avec cette histoire d'agression des Street Profits, on savait pas qui c'était. Bon, finalement, c'était DIY. Les Profits, donc, qui sont réellement blessés maintenant, puisqu'ils ont été blessés lors des live events. Donc, voilà, on sait pas encore quand est-ce qu'ils vont revenir. Et voilà, des accusations, les Pretty Deadly qui accusaient les Los Garza. Bon, c'était pas eux au final. Bref, voilà, il y a ce petit imbroglio, on va dire, autour de cette agression mystère qui ne l'est plus aujourd'hui, hein. Mais bon, voilà, je pense qu'il y avait quand même des choses plus intéressantes à écrire et plus originales surtout à écrire autour de cette division tag, même si on va saluer le geste. C'est toujours mieux qu'à Raw, hein. C'est vrai qu'à Raw, c'est compliqué, hein. Les Judgment Day, il n'y a pas eu beaucoup de défense de titres. Les War Raiders là, ont récupéré les titres, mais maintenant il faut y aller, quoi. Bon, là ils affrontent à nouveau le Judgment Day lundi. Bon, ils vont conserver leur titre, mais maintenant il faut de la densité, il faut que le New Day monte, hein, forcément. Vu la hit qu'ils ont, je pense que dans ma carte prédictive de Mania, j'indiquais qu'on pourrait avoir un War Raiders contre New Day. Je pense on pourrait tout à fait l'avoir. Ça reste très crédible, hein, puisque là maintenant on a des New Day full heal qui sont détestés, donc ça pourrait tout à fait fonctionner. Mais voilà, il faut donner de la densité à cette division tag du côté d'Euro, faire quelque chose, puisqu'ils le font du côté de SmackDown, même si c'est, voilà, comme je le disais, bon, je trouve que je suis pas hyper fan de la storyline en elle-même. Maintenant, bah oui, dans le ring, je pense qu'on va pas se faire chier. Je pense qu'on va plutôt passer un agréable moment. C'est le premier PLE, hein, mine de rien, pour les MCMG à la VVE. Donc c'est un match important. On a de belles équipes, on va avoir du bon catch, et donc ouais, un match qui va quand même avoir bénéficié, je pense, d'une bonne petite durée, je pense, en tout cas à minima 10 minutes, je pense. Et puis bon, c'est toujours cette histoire de maître et d'élève entre Alex Shelley et Johnny Gargano, donc il y a cette histoire aussi. Quant au pronostic, moi je vais donner la victoire à DIY, donc la conservation, parce que voilà, ils sont champions depuis pas longtemps. Et puis je pense que ils ont été champions MCMG, donc je vois pas l'intérêt de leur redonner déjà les titres. Et puis bah, comme il y a à nouveau, hein, je le disais, cette histoire avec les Pretty Deadly, je pense que à un moment donné, Pretty Deadly vont réussir, je pense, à avoir un title shot
contre DIY justement, parce qu'il y a cette histoire entre les deux équipes là, avec peut-être un face turn du coup qui va arriver pour les Pretty Deadly. J'ai l'impression que c'est ça qu'on nous raconte en fait, que l'histoire elle est surtout entre Pretty Deadly et DIY. Donc aussi pour ça, je donne la conservation de DIY, voilà. MCMG, bon, ils auront les titres ultérieurement, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Donc voilà, je pense pas que ça change, je vois pas d'intérêt à ce que ça rechange de main, les titres là comme ça. Il faut un peu consolider ce règne et le rendre quand même suffisamment long quand même pour DIY, parce que bon, ils les ont pas depuis très longtemps, donc donc ça fait 2 fois, hein, c'est ça fait 2 fois qu'ils les ont. Maintenant il faut que ça dure un petit peu, au moins jusqu'à Mania je dirais, après on verra. Mais voilà, il faut pas que ça fasse patate chaude hein, quand même ces titres tag, si on veut les rendre aussi crédibles. Puis on verra, je pense après les Street Profits qui pourraient être aussi de bons rivaux pour DIY. Ils se sont déjà affrontés, ça donnait des bons matchs, mais je pense qu'on peut encore avoir un autre match entre DIY et les Profits, quoi, lorsqu'ils seront de retour. Donc et puis en plus du coup, vu que les DIY sont heal, donc Profits sont face, ça serait plus logique de l'avoir comme ça. Donc voilà, donc aussi pour cette raison là, conservation de DIY. Ça pourrait être un bon match, je dirais, en numéro 2. Je pense que ce sera le deuxième. Si je dois donner comme ça un ordre vite fait, et si on considère qu'il y a 4 matchs, pas de plus, je donnerais le Rumble féminin en premier, le Rumble masculin en dernier, et puis entre les deux, je donnerais DIY, MCMG en deuxième, et puis on terminerait en troisième position, je dirais, le Owens Cody. Voilà, je ferai ça comme ça pour l'instant, puisque voilà, il faut aussi un peu souffler. Après le Rumble féminin qui va être long, j'enchaînerai pas avec le match de championnat du monde, le match qui va être quand même un gros match à émotion, on va dire. Là, ça se permettra un peu de souffler, d'avoir un bon petit match tag avec des bons spots. Ça fera du bien. Je pense que ce sera une bonne place, le match 2, quoi. Voilà, conservation donc. Ça va être un bon match. Je ne m'inquiète pas pour ça. Il y aura peut-être des petits clins d'œil. Des spots un peu à la takeover. Évidemment, la Gargano Escape hein, ou la Border City Stretch. On peut avoir ces deux moves aussi, même simultanément. Hein. On peut avoir Gargano qui porterait une Gargano Escape à Chris Sabin et Alex Shelley qui porterait sa Border City Stretch à Ciampa. Et les deux se regarderaient, là, Gargano et Shelley qui se regarderaient en même temps. Ça pourrait être sympa. Voilà. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Et en ce qui concerne le score, je donnerais 2-1. Je donnerais 2-1 pour DIY. Je pense pas que ça fera 2-0. C'est déjà arrivé, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de règle. Mais je dirais quand même, il faudrait donner un point chacun à minima aux deux équipes. Et que le troisième se joue voilà, comme, avec un peu d'épicness. Et donc, peut-être un peu de tricherie aussi. Hein. C'est pas impossible maintenant avec cette équipe maintenant de DIY qui est beaucoup plus heal maintenant. Voilà, en tout cas. Je suis plutôt hypé, ça va être sympathique, et puis ça fait du bien d'avoir donc les titres tag défendus en pay-per-view. On va passer maintenant au match suivant. Cody Rhodes contre Kevin Owens pour l'Undisputed Championship. Et puis bon, on va dire de façon plus accessoire, la Winged Eagle Belt qui sera aussi là, suspendue au-dessus du ring, avec donc le WWE Undisputed Championship. Donc il va falloir... donc c'est un ladder match, bien entendu, c'est un ladder match, et il va falloir... tirer, récupérer les deux ceintures hein, pour gagner ce match. Et donc moi je peux en parler du coup vu que c'était hier soir à Saturday Night Main Event. Alors je vais pas faire de review, hein, je vous l'avais dit la dernière fois, ça n'avait pas d'intérêt et je pense que j'ai toujours eu raison au final de pas en faire là parce que il n'y a pas de suspense hein, dans tous les matchs qu'on a vu hier soir. Ah, y a le DQ qui était peut-être pas forcément évident, la victoire de Braun Strowman hein, par DQ. Voilà, qui était peut-être pas la plus évidente à deviner, mais la protection des Fatou et de Strowman n'est pas non plus une grande surprise. Je pense qu'ils ont bien fait. Ils ont fait un gros angle, une destruction, ça rend Fatou fort. Donc moi je valide plutôt ça. Globalement je trouve que le show en tout cas était meilleur que le précédent. Il n'y avait pas eu de mal, mais les matchs étaient plus solides, plus intéressants. Ça s'est bien battu dans chaque match. J'ai pas de grosses daubes. Le Strowman Fatou est en dessous, mais voilà, c'était plus je dirais un segment un peu voilà allongé.
plutôt qu'un vrai match, mais c'était très sympa. Et puis le segment, donc, c'est là que j'en arrive au segment, avec cette signature, avec Shawn Michaels qui officiait évidemment chez lui à San Antonio, et qui nous promet que les deux hommes vont signer ce contrat, puisque ça n'avait pas été fait, ils avaient refusé de le faire avec Nick Aldis. Donc là, on fait venir le patron, entre guillemets, on fait venir la légende Shawn Michaels à San Antonio. Voilà, de bonnes promos, et à nouveau, hein, un Owens, voilà, qui est peut-être le heel, mais qui est pas, voilà, qui est pas delusional, et qui donne des bons points. Et effectivement, il a rappelé, il dit à Cody Rhodes que c'est un menteur quand Cody Rhodes dit que 10 fois sur 10, il va trouver toujours une échappatoire, et la easy way, on va dire, pour s'en sortir. Et effectivement, que Owens lui dit non, mais t'es un menteur quand tu dis ça. T'as bien vu qu'à Bash in Berlin, j'ai pas profité de ta faiblesse au genou, j'ai pas appuyé sur la gâchette, j'ai pas porté le powerbomb sur l'éperon du ring. Hein, il avait ça notamment, et parce que voilà, j'ai pensé encore à notre amitié à ce moment-là. Mais donc c'est de bons points, hein, encore de la part de Kevin Owens. Hein. On peut tout à fait, sans honte, se ranger derrière lui, hein, bien qu'il soit le heel de l'histoire. Et c'est ça qui est bien, c'est une bonne évolution, je dirais, sous l'ère Triple H, de voir des heels qui sont pas idiots, qui sont pas delusional, qui sont pas de mauvaise foi. On peut aussi avoir des heels qui ont des bonnes raisons, je dirais, de turn heel. Et Kevin Owens, en tout cas, fait partie de ces gens-là. Donc ça, c'est bien. Les deux, en tout cas, ont fini par signer le contrat. Un petit mot qui est mal passé du côté de Kevin Owens, c'est quand Shawn Michaels a dit qu'il était jaloux, tout simplement. Et là, Owens l'a mal pris. Hein. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? L'autre lui répète, ouais, je trouve que tu es jaloux, en fait. Et voilà, bon, après, il a tenté de frapper Cody Rhodes, Owens. Réplique ensuite avec un petit coup de pied de Cody, et le package piledriver tenté sur Shawn Michaels, carrément, de la part d'Owens. Et donc il a été sauvé, Shawn Michaels avait été sauvé donc par Cody. Et enfin, Switching Music, là c'était vraiment pour le fan service, Switching Music de Shawn Michaels sur Kevin Owens, et on finit le segment là-dessus. Et les deux ceintures donc ont été effectivement suspendues au-dessus du ring sur un mousqueton, et les contrats ont été signés, hein, bien évidemment il fallait forcément le faire. Voilà, donc il y aura un dernier segment, hein, probablement à SmackDown la veille du pay-per-view. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de brawl, hein. Ça c'est quand même, je l'avais dit dans ma vidéo, hein, bilan de la VVE, hein. Ça fait partie des choses très répétitives. Faut faire attention à ça, parce qu'il y en a vraiment chaque semaine, les brawls, la sécu qui s'en mêle, etc. Ça fait vraiment beaucoup, et ça a continué entre ces deux-là. Ça s'est beaucoup bastonné. Donc, ouais, faut un peu se calmer de ce côté-là quand même. Et puis, bon, le truc, c'est qu'il y a encore un épisode à SmackDown pour faire ça, quoi. Donc, c'est pas impossible que ça arrive à nouveau. Voilà, en tout cas, si j'en arrive maintenant au prono, hein, honnêtement, moi, j'ai pas de doute depuis le départ. Pour moi, c'est conservation, je dirais, quasi évidente de la part de Cody Rhodes. Je vois pas du tout Cody perdre son titre maintenant, alors que l'échéance la plus importante va pas tarder, à savoir Mania. Kevin Owens, c'est toujours le bon soldat. Hein. Genre, je dis pas qu'il sera jamais champion du monde à nouveau, mais c'est pas son moment encore. C'est encore un bon challenger de transition, comme il l'a beaucoup été, notamment avec Reigns. Et là, il endosse encore ce rôle-là. Et puis bon, il y a d'autres arguments, bien entendu. Alors il y en a un que je sentais pas venir, c'était Sami Zayn, puisque effectivement il y a eu une petite conversation entre Sami Zayn et Kevin Owens lors du dernier Raw. Owens a quand même évoqué leur amitié, et il balance un petit mot quand même à la fin pour dire bon, je sais que t'es mon ami et que tu pourras, si j'ai besoin d'un coup de main, tu pourras m'aider. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. Et puis il s'en va. Donc il y a quand même un petit teasing de quelque chose où on pourrait se dire qu'à un moment donné, Sami Zayn va se pointer, parce que c'est quand même un ladder match. Hein. Donc il n'y a pas de DQ, il n'y a rien, toute intervention est envisageable. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc Sami Zayn pourrait tout à fait se pointer. Avec un teasing, on se dit, le public va peut-être flipper un petit peu en se disant, non mais il va quand même pas l'aider à gagner. Et puis non, en fait, il va pas le faire, soit il va carrément le faire tomber de l'échelle et le faire perdre, soit il va juste
ne rien faire, en fait, et même le distraire. Et voilà. Derrière, Cody va en profiter. Alors ça, c'était pas un scénario auquel je pensais, de voir Sami Zayn, puisque ouais, ce segment d'Euro peut changer pas mal de choses. Alors pas pour le résultat, hein, pour moi Cody gagne, mais il peut aussi être celui qui fera la décision, en tout cas Sami Zayn. Mais mon scénario de base, depuis de nombreux mois maintenant, c'est Randy Orton, évidemment, qui est complètement dans le silence total. On ne le voit plus depuis des mois, depuis ce fameux pile driver. Même si j'ai du mal à dire à y croire à tout ça, parce que franchement, il se prend un simple, entre guillemets, un simple pile driver, et le mec, on le voit plus pendant des mois. On n'entend plus parler de lui. Et Cody Rhodes qui se prend quand même un package pile driver, qui est quand même encore plus sauvage qu'un simple pile driver là. Le mec il revient quoi 2 semaines après. Voilà, on lui dit oui je suis pas clear de machin. Et puis finalement bon, il fait un match tag avec Jimmy notamment. Et voilà, et en fait on lui dit qu'il est cleared quoi. Donc finalement il revient assez vite quoi Cody, malgré ce package pile driver qui était assez sauvage. Et donc non, Orton toujours pas quoi. Pour un simple pile driver, ça fait moins de mois qu'on l'a pas vu. Bon, bref, ouais, j'ai du mal à suspendre mon incrédulité à ce niveau-là. Mais bon, bref, en tout cas pour moi, c'est mon scénario le numéro 1 surtout, c'est que Orton fasse son grand retour et fasse tomber Owens au moment où il grimpe l'échelle, alors qu'il est peut-être sur le point de gagner. Et voilà. Et là, on s'en va directement vers le Owens Orton de Mania que j'avais mis dans ma carte prédictive. C'est quand même pour moi le scénario le plus probable d'avoir ce match quoi. Ça serait logique. Évidemment la feud n'est pas terminée et en plus ils avaient quand même pris le soin de protéger l'affiche à Crown Jewel hein, lorsque le match n'avait pas eu lieu. Bon, ça m'avait pas plu à l'époque, mais on va dire que l'avantage c'est qu'ils l'ont protégé. Voilà, du coup ils en ont gardé sous la semelle pour conserver, je dirais, notre intérêt pour le match quoi. Donc ça serait mon scénario principal. Ils peuvent aussi donc faire l'alternative, ce serait donc que ce soit Sami Zayn qui fasse la décision, intervienne et permette du coup à Cody finalement de conserver, enfin de récupérer les titres, et Owens donc du coup non, du coup va peut-être tomber de l'échelle à cause de Sami Zayn, on verra. Et à ce moment, et par contre, on verrait ce qu'on pourrait voir, ce serait un Owens du coup qui a perdu cette chance au titre, redébarquer au Rumble un peu plus tard. Alors vu que faudra le temps qu'il se repose, donc ça peut être au-delà de la 20e place, hein, le temps qu'il se repose, surtout si le match a lieu juste avant le Rumble masculin. Il arrive autour de la 20-25e place, un peu furieux, et sauf que ce moment, peu de temps après, t'as Orton qui débarque pour son grand retour, et là la pop va être monstrueuse, c'est le grand retour d'Orton, et puis là baston général entre les deux quoi, directement. Ça peut être aussi un autre scénario, voilà. Et puis en tout cas, que ce soit Orton qui revienne directement dans le Rumble match pour faire face à Owens, ou qu'il fasse son retour pour faire perdre Owens dans le ladder match. Dans les deux cas, en tout cas, moi je vois l'un de ces deux scénarios, et quoi qu'il en soit, je pense ça va déboucher vers un Orton Owens à Mania. Hein. Pour moi, c'est incontournable ce match. Hein. Il va falloir le faire. L'histoire est loin d'être terminée entre les deux en plus. Hein. Donc, et puis à un moment donné, il faut quand même qu'il fasse son retour. Orton, c'est bon. Il a suffisamment vendu son pile driver là. Ça va quoi. Ça va quoi. On a compris quoi. Bref, voilà. Pour moi, le scénario il est simple quoi. Et puis bon, Cody, il aura d'autres histoires. Hein. Il aura, je pense, un gros match qui va l'attendre à Mania quoi. Donc le match va être bon. Hein. Je pense que les deux vont savoir y faire. Owens en termes de ladder match, il a l'expérience, hein, il le faisait déjà chez ROH, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il y aura des spots spectaculaires, pourquoi pas à nouveau un package pile driver sur une échelle posée à l'horizontale, posée entre les cordes et une échelle qui est placée là. Ça peut faire un gros spot un peu à la ROH justement. Il peut y avoir des gros spots hein, avec Owens. Ça peut être spectaculaire, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pas de changement. Cody récupérera les deux ceintures. End of the story. Happy ending. Et la Winged Eagle Belt, que finalement on aura vu plus longtemps que prévu, hein, finalement. Je pense qu'on la reverra pas a priori après ce match, quoi. Je pense que là, il pourra la remettre, la ranger, quoi. Je pense que l'histoire se finira là entre Cody et Owens, puisque après je pense que c'est entre Orton et Owens que ça doit continuer quoi.
Voilà, je vois un peu les choses comme ça. Voilà, maintenant, on va passer aux deux gros morceaux, évidemment, des pronostics, à savoir le Royal Rumble féminin, voilà, qui devrait logiquement ouvrir le show, hein, je ne vois que ça. J'ai fait un visuel spécial, parce que la VV ne l'a pas fait, donc c'est à moi de faire le boulot, hein, évidemment. J'ai réussi à récupérer le fond officiel, hein, du Royal Rumble, pour y poser les filles qui se sont officiellement déclarées comme candidates. Donc c'est vraiment la liste à jour. Donc comme vous le voyez, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 7 pour l'instant qui se sont déclarées, des femmes, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est bien pour le suspense. Bon, il y en aura certainement d'autres à Raw, hein. Il va y en avoir d'autres à mon avis. En tout cas, pour l'instant, les candidates, hein, donc on peut revoir, on les voit tout de suite là. Donc la liste, ça va être vite fait. Bianca Belair, Naomi, Nia Jax, Bayley, Liv Morgan, Raquel Rodriguez et Charlotte Flair. Donc Charlotte Flair, bon, ça n'a pas plu à tout le monde et moi aussi j'en fais partie. Je trouve ça dommage. Et bon, ils l'ont spoilé. Ils ont spoilé sa présence du coup, non seulement son retour, mais en plus le fait qu'elle participera au Rumble, quoi. C'est un peu dommage, même s'il y avait quand même de fortes possibilités qu'elle fasse son retour au Rumble. Bah moi je préfère quelque chose d'incertain que quelque chose de certain comme là, quoi. Bon, maintenant on nous le dit, quoi. Donc là ça fait deux vidéos packages qu'on a vu avec elle à SmackDown, hein, d'ailleurs, toujours. Donc ça semble signifier qu'elle va être à SmackDown, d'autant plus qu'Andrade y est aussi, donc ouais, ça fait sens. Donc je pense qu'elle va vraiment rejoindre SmackDown. Et donc elle est de retour, quoi, tout simplement. Et elle va être en plus au Rumble. Voilà, donc ça maintenant c'est officiel. Et puis les autres se sont déclarés. Alors il y a eu SmackDown là, d'avant-hier là, où il y a eu pas mal de candidates qui se sont annoncées l'une après l'autre, hein, là pratiquement toutes les filles là qu'on voit actuellement. À noter que Liv Morgan avait quand même annoncé que du coup Raquel serait celle qui va dire, elle va l'aider à gagner, quoi. Donc bon, on l'a compris qu'elle serait participante aussi, Raquel. Donc il y aura, bon, c'est un peu classique ça, mais c'est le spot un peu, enfin le moment où on va voir la garde du corps qui va essayer de faire en sorte que ça protégé comme ça là s'en pose, quoi. Donc elle va peut-être jouer un peu les cowards de Morgan, elle va se cacher, elle va se mettre contre le coin du ring pendant que Raquel sera devant. Va prendre les balles pour elle, quoi. Voilà, en gros, bon, ça serait pas un spot inédit. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois dans les Rumble. Même si je voyais bien ce genre de moment, on va dire, avec Piper et Chelsea, parce qu'on voit que Piper là maintenant elle est plus dans un délire de vigile. Et je pense que c'est pas pour rien. Hein, quand on commence ce délire là à quelques semaines du Rumble, c'est pas pour rien. Donc je pense qu'on pourrait voir Chelsea et Piper aussi dans ce même délire, avec une Piper qui va essayer de jouer un peu les vigiles, donc aussi pour Chelsea. Donc ça promet des moments assez drôles, je pense. Et puis peut-être aussi toujours pour avoir une misco et puis en teaser encore quelque chose entre Piper et Chelsea, peut-être pour Mania, pour le titre US féminin. Ça, je pense qu'à un moment donné, ça va splitter, et je pense que Chelsea, c'est pareil, c'est comme les Pretty Deadly et comme Stratton. Ça peut vraiment très facilement passer du côté face, quoi, hein. Je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés, ça peut facilement devenir face, et du coup on peut avoir une feud entre Chelsea et Piper plus tard. Voilà, bon, ça c'était pour la parenthèse. Voilà, en tout cas, voilà, on a des noms classiques, hein, des habitués des grands matchs et des Rumble notamment. Donc le plateau annoncé pour l'instant, il n'y a rien de surprenant dans ces noms-là, hein. Et puis il y en aura d'autres, hein, évidemment. Le but c'est pas de dire qui va participer, parmi les filles du roster, quoi, parce que les filles du roster on les connaît, ils vont en piocher un bon paquet dedans, et voilà. Maintenant, alors avant de passer au prono, mais j'ai fait comme j'aime le faire chaque année, faire un peu un état des lieux des surprises potentielles. Donc j'ai fait un espèce de visuel un peu fourre-tout avec plein de visages là. Je l'ai fait pour les hommes aussi. Donc alors ça ne veut pas dire que toutes ces filles-là vont participer, hein, évidemment, mais ça serait des idées comme ça, voilà, d'une liste dans laquelle puiser pour des idées, voilà, et en essayant d'être un peu cohérent aussi. Donc je vais déjà vous présenter ce visuel qui va quand même falloir un peu digérer. Voilà le visuel, donc il y a plein de filles, donc voilà, je vous laisse un peu le digérer.
Voilà. Alors il y a des noms dont je parle aussi parfois chaque année pratiquement, hein, mais on va dire que c'est une liste qui permet, en tout cas dans cette liste-là, on a des légendes, on a des filles de TNA, on a des filles de NXT, on a des filles qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Donc pour moi c'est une liste, je dirais, qui est un bon mix, de candidates, je dirais, crédibles pour participer, parce que je pense qu'on peut, vu qu'en plus, bon, mais souvent, ils ont plus de mal à remplir les Rumble féminins que masculins, faut peut-être un petit peu aller voir à côté, voir un peu, étirer un peu la liste, et du coup, aller voir un peu, bah, notamment, ils ont la chance d'avoir NXT, ils ont maintenant ce partenariat avec TNA qui a été renouvelé, donc c'est le moment d'y aller, quoi. Et puis, bah, toujours nous surprendre avec des retours marquants. Et puis des légendes, voilà. Donc pour moi cette liste, elle est crédible. Enfin tout le monde pourrait en être, je pense. Donc voilà, je vais pas aller je vais pas faire trop long non plus, mais voilà, Jordynne Grace. Donc je commence en haut à gauche. Jordynne Grace qui avait participé, pardon, l'année dernière. C'était la grosse surprise à ce moment-là. Elle avait le titre TNA. Maintenant, bon, elle est sur la fin avec TNA. Hein, maintenant, on le sait. Elle a perdu son titre. Elle a perdu. Bon, elle s'est couchée pour une fille, voilà, je l'ai appelée Voldemorette, hein, parce que j'ai pas envie non plus de citer son nom. Et bon, je me doutais qu'elle allait perdre contre elle de toute façon. Mais bon, c'est un peu compliqué. C'est une fille assez, je dirais, controversée. Et bon, voilà. TNA a pris ce risque, voilà, qui est pas forcément un bon choix, je dirais. Mais bon, voilà. Maintenant, faut qu'ils assument. Mais en tout cas, Jordynne Grace, maintenant, je pense qu'elle va y aller, quoi. Elle va faire le grand saut. Maintenant, le public la connaît mieux. Elle aurait largement sa place dans le Rumble, quoi. Trish Stratus, pareil pour la légende, là qu'on l'a pas vu depuis un petit moment. Bon, il y a aussi un Elimination Chamber qui sera chez elle après, hein, à Toronto, donc ça sera peut-être plus là qu'on va l'y voir. Mais déjà, c'est peut-être déjà le début d'un nouveau run pour Stratus, qui pourrait du coup aussi avoir un autre match donc chez elle à Toronto, peut-être dans le Chamber, dans un match peut-être qui sera number one contender pour le titre de Rhea par exemple. On verra bien. Roxanne Perez, parce que voilà, bon, bah, maintenant elle a des interactions avec Bayley actuellement, elle est en début de feud avec Bayley. Elle n'a plus le titre NXT. Elle est, je dirais, dans le sas maintenant entre NXT et le main roster. Là, elle y est quasiment, hein, bientôt, là, ça va se faire. Donc elle a aussi, je vois pas de raison pour qu'elle ne participe pas à ce Rumble. Jade Cargill, ce sera son grand retour. Je pense qu'il y a de bonnes chances pour qu'elle revienne comme ça. Et puis évidemment, bah, quand il y aura Bianca, Naomi, ça sera le bon moment. Là, on verra un moment, je pense, marquant. Est-ce qu'elle saura, si elle fait son retour, est-ce qu'elle sera en position déjà de savoir qui l'a agressée, et là elle va peut-être directement attaquer celle qu'elle suspecte, donc peut-être Naomi. Donc ça pourrait indiquer des choses intéressantes. La relation entre d'ailleurs Bianca et Naomi, bon bah elle risque aussi peut-être de se dégrader avec ce Rumble. Il y aura peut-être une Misco aussi, voilà. Et on verra si Cargill participe. Hein. Ça c'est pas encore sûr, mais c'est un nom forcément, on est obligé d'y penser. Peut-être là, une plus grosse cote, c'est Kiana James, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui a eu une blessure. Voilà, bon, on n'en fait plus rien d'elle. Elle était même plus dans le roster à un moment donné. Bon, là, bon, j'ai vu et j'ai vérifié, hein, elle est toujours dans le roster, là, hein, maintenant, du côté d'Euro, mais bon, pour un retour, voilà, bon, le Rumble, c'est le meilleur moment, donc je l'ai mise, parce qu'il faut quand même, à un moment donné, ne pas oublier qu'elle est là, quoi. Donc ça peut être le bon moment pour Kiana James, même si c'est pas extraordinaire. Rosemary, ça aussi, ça peut être la grosse cote. TNA, elle a fait 2-3 apparitions à NXT. Donc là aussi, je dirais why not. C'est tout à fait envisageable. À côté, évidemment, bah, la championne knockout actuelle, donc à savoir Masha Slamovich, qu'on a vu aussi à NXT, qui a actuellement une feudinette naissante avec Cora Jade. Donc bah, elle pourrait endosser le rôle de Jordynne Grace de l'année dernière pour montrer, hein, évidemment, le titre TNA. Hein, c'est un partenariat, donc c'est normal. Faut aussi montrer les ceintures, quoi. Donc Masha, bah, ça serait bien. On pourrait avoir évidemment des gros duels. On pourrait avoir justement Jordynne Grace contre Masha. Voilà, ça ferait popper les gens. Voilà, on sait qu'il y a quand même beaucoup de smart qui vont être là dans les Rumble, c'est toujours comme ça. Donc ça va faire popper le public, je pense. Il y aura des chants TNA. Voilà, il peut y avoir puis des duels inédits évidemment.
Masha contre Becky Lynch par exemple, Masha contre Asuka, enfin plein, il y a tellement de matchs possibles, Masha contre Bianca Belair. Voilà, là on peut nous utiliser des gros trucs, ça on pourrait avoir des moments très cool. Julia forcément, championne NXT, donc là c'est pareil, pour présenter le titre NXT, avoir un gros moment pour elle. Forcément c'est quelqu'un qui va être amené à être dans le main roster dans pas longtemps, donc faut aussi qu'elle se présente un peu, ça fera popper. À nouveau des duels avec les Joshi par exemple qui pourraient être très cool, peut-être Asuka, peut-être Io Sky contre Julia. Là moi franchement si je vois ça, ouais là je vais popper hein. La copine de Julia, Stephanie Wacker, pareil, donc NXT, mais voilà, qui a l'air aussi d'avoir le portrait type de la fille qui va pas faire de vieux os à NXT, donc là aussi faut la présenter aussi, donc je vois aussi de bonnes possibilités, de bonnes chances pour elle qu'elle se présente, et là aussi il peut y avoir aussi des duels très sympas aussi avec Wacker quoi. Voilà, alors Asuka on verra, donc je l'ai mise, c'est vrai que ça fait longtemps maintenant qu'on l'a pas vue, ça fait de backlash hein, depuis la France. Les problèmes au genou, fallait qu'elle se fasse opérer. Voilà, maintenant, point d'interrogation. Je pense qu'elle est plus très loin du retour. On verra. C'est très mystérieux. On s'attise peut-être même d'autre chose, de notre personnage, de notre personnalité. Bon, bref. J'ai envie d'y croire. C'est le Rumble. Le timing pourrait être le bon. Voilà, donc ça fait 8 mois, là, 8 mois d'absence. Donc elle peut être très proche du retour. Bah, même remarque, et puis voir en plus dans quelle situation elle serait. Si elle se présente face à Dakota Kai, si elle se présente face à Io Sky, face à Kairi Sane, comment ça va se passer? Voilà, il peut y avoir des choses intéressantes. Hein. Carmella, donc c'est un peu pareil, qui avait été blessée, qui a eu aussi son enfant, mais qui a eu des problèmes de santé aussi, des problèmes au niveau derrière la jambe, derrière le genou, au niveau d'un nerf. Du coup, ça c'est compliqué. En plus de devoir élever son enfant qu'elle a eu au mois de novembre 2023, si je ne m'abuse, donc ça fait plus d'1 an. Donc c'est aussi un petit peu un mystère, un point d'interrogation, Carmella. Mais c'est pareil, ouais, je suis resté dans la logique des filles qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Le Rumble, c'est la meilleure estrade possible pour faire un grand retour. Lash Legend, je pense que voilà, on commence à lui faire confiance. Hein. On l'a vu en Arabie Saoudite, on l'a vu à Raw, là, on la monte de plus en plus. On a teasé aussi un petit truc avec Jade Cargill, donc pourquoi pas refaire ça, nous réoffrir ce moment-là. Entre Cargill et Legend, pourquoi pas aussi Bianca Belair contre Lash Legend, voilà, un peu des powerhouse comme ça, face à face, Lash Legend contre Raquel, etc. Ça pourrait bien fonctionner. J'ai pas parlé de Jakara Jackson, bon, qui est un peu plus, je dirais, au secondaire par rapport à Legend, mais je pense que c'est plus Legend sur qui il pourrait compter à l'avenir, donc je pense qu'elle aurait aussi sa place. Becky Lynch, bien évidemment. Le grand mystère aussi, hein, qu'on n'a finalement pas vu lors des débuts de Raw sur Netflix. On l'avait vu dans les clips promotionnels, mais bon, pour l'instant, on l'a pas encore revu. Mais il n'y a pas de raison, je pense qu'on ne la voit pas de retour dans ce Rumble. Elle va être dans les grandes favorites, hein, en plus. Elle fait partie des grandes favorites, donc on est quasi obligé de la voir. Je pense que ça va être le grand moment pour son retour. Nikki Bella, j'ai mis Nikki Bella parce qu'il y a des rumeurs aussi d'un retour dans le ring pour Nikki Bella, donc j'ai pas mis Brie, hein, mais c'est plus Nikki effectivement qui serait peut-être à même de revenir. Donc là je suis surtout parti de la rumeur pour l'ajouter, voilà, et c'est tout à fait envisageable, hein, si on veut en plus faire un petit mix de plusieurs, je dirais, types de personnes, c'est-à-dire entre les légendes, les TNA, les NXT pour l'avenir, et des filles un peu extérieures, et puis donc des filles qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Voilà, Nikki Bella, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Alexa Bliss, évidemment, c'est aussi un nom qui revient souvent. Maintenant, bon, il y a apparemment un petit souci, je dirais, d'ordre financier, un petit contentieux à régler avec la WWE par rapport à son contrat, une revalorisation salariale qu'elle souhaiterait. On la WWE pour l'instant, elle n'était pas partie pour l'augmenter, donc de ce que j'ai pu lire. Hein. Donc pour l'instant, ce petit différent fait que ça pourrait repousser son retour. Voilà, le moment de son retour. Donc on verra. C'est point d'interrogation. Évidemment, pareil, le Rumble, ce serait le bon moment. En plus, on l'a pas vu depuis le Rumble, justement.
depuis le Rumble, donc ça fait 2 ans, hein. Donc ça serait peut-être le bon moment pour le symbole de faire revenir Bliss à nouveau au Rumble, justement. Et puis dans quel, si c'est le cas, dans quel type d'apparence, quel type d'apparence elle aura. Est-ce qu'elle sera dark? Est-ce qu'elle sera plus la goddess comme on l'a pu la connaître? On verra, hein. Il y a plein d'interrogations par rapport à son personnage. Est-ce qu'ils vont la mettre avec le Wyatt Six? C'était toujours pareil, c'était un vieux marronnier, ça. Ça a été évoqué, bon, on verra. Mais en tout cas, bon, ça pourrait être cool de la revoir lors du Rumble. Et puis, bah, alors aussi encore une grosse cote, et Jelly. Bon, je crois que je l'avais mise aussi l'année dernière. Mais bon, évidemment, bah, avec Voldemort, il y a toujours des petits teasings, des choses. Oh, elle a peut-être envie de revenir. Oh non, elle a pas envie. Non. Ouais, en fait, bon, et avec dans le catch, il faut toujours se méfier. Hein, toujours, toujours. Donc, moi, je me dis, pourquoi pas. La pop serait énorme aussi, je pense. Hein, Rumble, et Jelly qui revient. Ouais, ça ferait une grosse sensation. Avec un petit choc voilà, des cultures, un choc des générations qu'on pourrait aussi avoir. Il peut y avoir pas mal de duels intéressants si on a un Jelly contre une Roxanne Perez par exemple. Voilà. Une Roxanne Perez qui peut facilement marquer, hein. On l'a vu avec Bayley, on sent que voilà, ça reste la gamine quand même qui est fan, gros fan de la VVE depuis gamine, et que voilà, quand elle croise des filles qu'elle a idolâtrées, bah forcément ça se voit quoi avec elle, hein. Donc pourquoi pas un petit duel Roxanne Perez et Jelly, là, ça pourrait être très cool aussi pour le symbole. Voilà, une liste évidemment non exhaustive. Je peux pas tout donner. Et puis bon, à un moment donné, j'ai plus de place, hein. Là, bon, j'ai donné les noms qui me sont venus spontanément, d'autres qui me sont venus moins spontanément. Je pense notamment à Nikki Bella à cause de donc toute cette rumeur de retour. Le reste, c'était plutôt des noms qui me sont venus spontanément, je dirais. Et il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir d'autres filles de NXT, on ne sait jamais. Et je ne parle pas évidemment donc des filles du main roster. Parce que ça n'a pas d'intérêt de dire, ah bah oui, Zelina Vega va être là, Ivy Nile va être là, Maxine Dupri va être là, Dakota Kai, Lyra Valkyria, bon, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Le PFC peut être là aussi au complet, ou en tout cas 2 d'entre elles. Stark et Bessler, voilà, pour avoir peut-être continué la feud avec Damage Control, puisque aussi on peut voir Kairi Sane qui ferait son retour, vu qu'elle a été blessée dans l'histoire par le PFC, donc ça peut être aussi une occasion de faire un petit duel, peut-être aussi avec Asuka, Kairi Sane, les Kabuki Warriors de retour, pour s'en prendre à Stark et Bessler. Voilà, bon, il y a plein d'histoires. Je peux pas faire la liste, mais il y a plein d'histoires. Moi j'ai envie, c'est toujours pareil, hein, je le dis à chaque fois. Moi les Rumble, ça me plaît quand il y a des histoires racontées, ça me plaît quand il y a des moments what the fuck, c'est-à-dire des rencontres complètement inattendues, et auxquelles on n'aurait jamais pensé. Voilà, moi j'attends de l'imagination. Et il y a quand même de quoi faire. Il y a de quoi raconter de belles histoires, faire vraiment des beaux duels, tester des choses. En plus, c'est l'occasion, je pense, de tester le public, de voir les réactions des publics, et pourquoi pas tester un truc comme on a pu voir Cargill Legend. Bah oui, bah c'est peut-être pas du grand work rate, mais bah, ça a fait réagir. Bah voilà, hein, c'est des trucs comme ça. Ça se tente. Il faut tenter. Faut tenter entre guillemets des tentatives de dream match, ou des choses qu'on n'a jamais vues, des choses un peu fraîches, et voir comment le public réagit quoi. Et de l'émotion avec des retours ou des apparitions vraiment venues d'ailleurs, surprise. Il y a le partenariat, on va dire, avec une très bonne entente avec Marigold. Pourquoi pas faire venir une Utami Yashishita, par exemple. Pourquoi pas une Bodzilla. Ça, ce serait la grosse cote. Je l'ai pas mise, mais parce que là, je vais peut-être aller un peu loin. Mais Bodzilla, là, ce serait une sacrée surprise. Et c'est tout à fait, je dirais même, du domaine du possible, hein. Parce qu'en plus, elle a un gros physique. Ça pourrait faire sensation dans un Rumble. Elle a un physique que personne n'a dans le main roster. Vraiment, elle a un physique atypique. Elle est jeune, mais elle pourrait aussi faire sa marque si elle se pointait comme ça au Rumble. Là, ouais, franchement, moi, ça pourrait être aussi une grosse cote de voir Bodzilla, voir Utami Yashishita. Bon, là, je suis peut-être un peu loin, j'y crois moins. Mais Bodzilla, ce serait peut-être plus le bon profil pour apparaître au Rumble. Bref, voilà. Il faut piocher un peu partout et nous raconter des histoires, nous provoquer des émotions. Et moi c'est tout ce que j'attends. Et par rapport au pronostic, bon bah y a les filles qui se dégagent, c'est qui? C'est Charlotte Flair, c'est Becky Lynch et c'est Io Sky. À l'heure actuelle, c'est ces trois là.
qui se détachent, qui sont les 3 favorites, hein, c'est ce qu'on peut voir un peu partout. Alors on sait que les cotes, voilà, il faut les prendre avec prudence. Elles évoluent beaucoup, hein, surtout pour les Rumble. Hein. La cote du vendredi, enfin de la veille du pay-per-view, peut être tout à fait différente après le lendemain à quelques heures du pay-per-view. Donc voilà, faut être très prudent avec ça. Il y a encore toute la semaine pour que ça évolue. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, oui, bah, c'est ces 3 filles qui se détachent. Io Sky, c'est vrai qu'elle est peut-être, ça peut peut-être surprendre de l'avoir aussi haut. Maintenant, oui, il y a cette association, enfin en tout cas cette bonne entente qu'elle a pu avoir avec Rhea Ripley lors du War Games. Du coup, bon, on peut s'est peut-être dit, est-ce que si les deux s'affrontaient, là ça pourrait être pas mal. Les deux sont à Raw en plus, bon. Donc c'est tout à fait envisageable de faire gagner Io Sky pour qu'elle aille chercher Rhea et avoir un bon petit dream match. Ça pourrait être aussi cool. Moi, je dis pas non. Et Becky Lynch et Charlotte, qui sont évidemment les 2 autres grosses favorites, qui auraient l'avantage direct, enfin, qui pourraient entrer dans l'histoire. Hein, on pourrait être, on va dire, la toute première femme à gagner 2 Rumble, parce que pour l'instant, on n'a eu que des vainqueurs différents. Donc là, ça pourrait être l'historique pour Becky ou pour Charlotte. Si c'est Io Sky, ben, on continuera dans la même lignée avec toujours une gagnante différente. Mais si on avait Becky ou Charlotte, notamment, hein, ça peut être Bayley aussi, voire Asuka, on aurait première double vainqueur. Maintenant, bon, honnêtement, moi, Io Sky, je vais la mettre de côté. Je dirais qu'elle a même plus de chances de gagner le Chamber à l'heure actuelle. Moi, je la verrais peut-être plus aller sur le Chamber, c'est-à-dire gagner le match. Alors, si c'est ça, hein, on est encore loin d'en être certain, mais qu'il y aurait un Chamber féminin pour désigner la challengeuse de Rhea Ripley au Rumble, à Mania, et Io Sky pourrait du coup être celle qui s'imposerait. Et là, on aurait donc notre Io Sky contre Rhea Ripley. Becky Lynch pourrait aussi tout à fait gagner le Chamber et être dans le même rôle. Bon, ça ferait un peu redite du coup d'avoir le Becky Rhea, hein, 2 années de suite, mais bon, on a bien eu Cody Reigns, voilà, puis il y a eu d'autres cas, hein, donc ce ne serait pas la première fois. Avec peut-être l'idée de se dire, bon, bah, comme elle n'était pas au top à ce moment-là, Becky, elle était un peu malade. Donc c'est. Puis il y a aussi l'histoire que Rhea était assez anxieuse, elle a eu des petites crises d'angoisse avant le match. Peut-être qu'ils ont envie de refaire le match dans des meilleures conditions pour les deux. Pas impossible. Maintenant, il y a beaucoup de rumeurs. Hein. J'entends beaucoup de. Je vois des choses sur des matchs qui sont, entre guillemets, dans les plans pour Mania. Là, j'ai vu qu'il y aurait Bianca Belair maintenant contre Rhea Ripley. C'était aussi dans une possibilité. Il y a Tiffany Stratton contre Charlotte Flair aussi qui a été discutée visiblement. Donc il y a quand même plusieurs options. Donc à un moment donné, il va falloir faire un choix. Hein. En tout cas, le duel Becky-Charlotte, je serais étonné qu'ils ne le fassent pas pendant le match, pendant le Rumble. Le face-à-face, forcément, il va être très attendu. On peut avoir voilà, plein d'autres rencontres. Hein. Je pense aussi, s'ils veulent nous mettre, parce qu'on le voyait de Six, on le voit quasiment plus. Enfin, c'est vraiment très très épisodique. Sister Abigail qui confronterait Alexa Bliss. Voilà, si c'était possible, si les deux étaient là. Pourquoi pas. Bref, en tout cas, ouais, Becky Charlotte, ce serait quand même, ce serait vraiment dommage, je dirais, de ne pas les mettre ensemble au même moment dans le ring. Et puis évidemment, le public va popper. Bah, pour moi, ça va être joué entre les deux. Le pronostic est pas facile, donc c'est ça que je disais en ouverture, c'est que au moins c'est assez ouvert. Il y a des favorites qui se détachent. Donc j'ai parlé des 3 là. Mais il n'y en a pas une qui est certaine, je dirais, qui est vraiment au-dessus du lot. Charlotte peut-être, mais pour moi, c'est pas encore sûr. Mais allez, on va y aller pour le pronostic. Je vais quand même y aller avec Charlotte. Qui était d'ailleurs l'idée que j'avais donnée lors de ma carte prédictive de Mania. Je vais quand même y aller avec Charlotte. On a fait les vidéos package, on en a fait beaucoup pour elle. Là, on sent qu'elle va faire son gros comeback. Ça y est, qu'elle va tout déchirer. Ça a l'air d'être quand même bien parti pour qu'elle s'impose, on va dire. Ma peut-être différence avec ma carte prédictive, ce serait, comme j'avais donné, plutôt aller chercher Rhea, histoire de se dire, bon, bah, chacune a gagné un match à Mania, et on ferait le match 3 pour la belle, quoi, pour savoir qui est la meilleure, je dirais, à Mania, quoi, entre les deux. Ça peut être une petite histoire à faire. Puis bon, voilà, à mon avis, Flair va être plutôt heel. Rhea, maintenant, elle est grosse babyface, donc je pense que ça pourrait facilement s'écrire. Et puis en termes d'investissement,
se ranger derrière Rhea, ça serait pas compliqué. Et si on a une Flair arrogante comme on l'a connue, voilà, ça sera pas difficile de la huer. Et puis il y a des gens qui sont aussi naturellement un peu saoulés. Hein. Déjà, j'ai vu quelques réactions, déjà des gens qui se disent bon bah voilà, elle va encore voler le spot de plein de gens, elle va aller se prendre sa petite ceinture. Elle va faire comme son père, elle va encore battre tous les records. Bref, voilà, il y en a qui sont pas forcément très enthousiastes à l'idée de l'avoir de retour, quoi. Hein. Bon, bah, voilà, bon, moi je vais dire que je suis, allez, relativement content par rapport, parce qu'on l'a quand même pas vu depuis longtemps. Bon, et puis ça donnera quand même toujours du star power et puis je dirais de la qualité in ring. Maintenant, attention à son booking, parce que effectivement, si ça devient à nouveau la fille qui gagne tous les matchs et qui se prend tous les titres. Ça va nous saouler encore très rapidement, quoi. Mais ouais, donc du coup, je suis peut-être pas sûr d'y aller avec Charlotte Rhea. Il y a la rumeur, alors ça reste une des rumeurs, mais en tout cas sur la table, il y aurait un Tiffany Charlotte, Tiffany Stratton contre Charlotte Flair à Mania, et ça pourrait être effectivement une idée. D'autant plus que donc du coup Charlotte, elle est maintenant, on a vraiment l'impression qu'elle est là, qu'elle va être à SmackDown, donc puisque ces vidéos package, on les a vues à SmackDown. Andrade est à SmackDown, donc effectivement, il y a de bonnes chances pour qu'elle reste à SmackDown. Et donc c'est là que la championne qui a Tiffany, hein, justement. Donc ça aurait du sens. Il y a aussi cette histoire comme quoi Tiffany a beaucoup dit que Charlotte c'était un peu son modèle, qu'elle s'inspirait d'elle, et que c'était quelqu'un qu'elle avait envie d'affronter, quoi. Donc oui, ça se raconte. Ça se raconte. On pourrait tout à fait faire ça. Les deux blondes, on va dire, athlétiques. Qui sont capables de faire des moonsaults, de faire des très belles manœuvres dans le ring. Ça peut être un dream match, effectivement. Et moi, je suis plutôt partant pour cette affiche. J'aurais juste un petit peu peur que Tiffany perde déjà son titre. Ça serait quand même très très moche qu'elle perde son titre à Mania. Ça serait vraiment un très court run. Ça me ferait chier. Il y a aussi un truc, j'en profite aussi pour parler de Nia Jax, je suis un peu chiffon. Alors pourtant, j'apprécie pas particulièrement Jax. Hein. Je dis pas ça pour la défendre, mais juste par rapport à la logique des histoires, je trouve étonnant que Jax, on l'ait si vite un peu évacué de l'équation autour de Stratton. On l'associe toujours à Indy Hartwell, pardon, à Candice LeRae, je dis n'importe quoi, à Candice LeRae. Là, elle vient d'affronter Rhea Ripley à Saturday Night Main Event. Mais alors là, quid de la relation entre Stratton et Jax? J'ai l'impression qu'on est vite passé à autre chose. J'avoue que j'ai été assez déçu du cash-in. Je l'ai trouvé très abrupt, inattendu. Alors, vous me direz, au moins, il arrive à nous créer quelques surprises. Ça change un petit peu, certes. J'ai été surpris, j'avoue, à SmackDown lorsqu'elle a caché. Mais je trouve que ça arrivait trop tôt. Et que j'ai vraiment eu surtout l'impression que c'était pour compenser le fait que bah, voilà, Raw arrivait sur Netflix. Donc SmackDown commençait sur 3 heures. Et il fallait marquer le coup pour aussi faire le buzz, quoi. Et j'ai surtout eu l'impression que la mallette a été entre guillemets sacrifiée sacrifiée en tout cas, que le cash-in a été un petit peu accéléré pour le bien des 3 heures, quoi, de SmackDown. Donc je trouve ça un peu dommage. Il y avait d'autres choses à raconter. Je pense qu'on pouvait encore continuer l'histoire pour la frustrer encore davantage, Stratton, et vraiment que ça explose. Et on n'a pas eu cette explosion, je trouve. Elle est arrivée comme ça. Voilà, elle a caché et puis voilà, nous a fait un petit swerve et voilà quoi. J'ai trouvé ça très abrupt, j'ai trouvé ça dommage et puis surtout, il n'y a rien derrière. Stratton est championne et puis bon il n'y a pas beaucoup d'interaction avec Jax maintenant. Donc j'ai l'impression que du coup si c'est ça, c'est très décevant. Il y a eu des mois d'histoire qui conduiraient à un cash-in et puis c'est tout. Alors que le match n'a jamais eu lieu. Hein. Le Jax Stratton n'a jamais eu lieu. Alors oui, le cash-in, mais bon, c'est pas un match, je le compte pas. Mais un vrai match entre Jax et Stratton, on l'a jamais eu. Donc, ça serait quand même surpris qu'on n'ait pas ce match. Alors, ça sera peut-être pas à Mania, du coup, même si l'histoire est au long cours et qu'elle pourrait justifier un match à Mania. Est-ce qu'ils vont pas attendre le Chamber? Peut-être que Jax va gagner le Chamber et aller affronter Stratton. Mais bon, là, elle vient de perdre contre Rhea. Bon, on ne les met pas dans les meilleures conditions actuellement, Jax. Voilà, il va falloir la repousser très fort. Donc, ouais, enfin, elle a perdu clean en plus, là, Jax. Donc, ouais, je suis un peu chiffon par rapport à ce qu'ils sont en train de faire entre Stratton et Jax. J'ai l'impression qu'ils ont tout foutu à la poubelle, alors qu'il y avait quand même une longue histoire.
tout ça pour ça en fait. Oui, alors si on a Charlotte contre Stratton, bah, ça confirmera que oui, en fait ils n'ont pas envie de le faire, le Jack Stratton. Ou alors ça aura lieu dans un banal SmackDown ou peut-être dans un pay-per-view de transition, un Backlash ou je ne sais quoi d'autre. Mais bon, ça sera un peu daté quoi. On sera plus investi pareil. Bref, ouais, non, je suis assez surpris et puis même déçu en fait. C'était pas une énorme affiche, mais vu tout ce qu'ils ont raconté, ça méritait au moins qu'on nous le fasse quoi. On était en train de nous raconter une histoire, c'est VVE quoi. On est là pour nous raconter des histoires. Finissez l'histoire quoi. Là, pour moi, il manque un chapitre. Il manque le chapitre principal même, c'est le moment où les deux s'affrontent. Bref, voilà, on verra. Hein. Bon, Jax ne gagnera pas le Rumble, hein, à mon avis, hein, y a peu de chance. Mais il y a peut-être le Chamber qui peut être aussi une porte de sortie pour. Mais bon, là, j'y crois de moins en moins. J'ai l'impression qu'ils sont déjà en train d'un peu de reculer avec Jax. Donc là, pour moi, donc je vais y aller avec Charlotte Flair à l'heure actuelle. Mon prono peut changer, mais ça sera Flair en premier lieu. Becky peut être la numéro 2 parce que Becky, évidemment, elle peut faire sa revanche contre Rhea, bien entendu. Je la vois pas aller du côté de SmackDown, je la vois pas aller du côté de Stratton, ça certainement pas. Mais aller affronter Rhea, c'est tout à fait envisageable. Elle peut aussi gagner son title shot à Mania dans le Chamber, aussi, c'est une autre possibilité. Ou alors Io Sky, voilà, pour moi ce sera entre Becky et Io Sky peut-être pour aller gagner le Chamber et aller affronter Rhea, si c'est ça qu'ils veulent faire. Mais sinon, Charlotte, oui, risque d'être. C'est quand même la tête qui dépasse, dirons, parmi les favorites. Donc je vais y aller avec Charlotte Flair. Et voilà, on verra ce que ça donnera. Ça peut être les deux, franchement, j'ai peut-être un peu trop d'attente. Mais pour moi, ça peut être le meilleur Rumble de l'histoire. Hein. Ou l'un des meilleurs Rumble de l'histoire. Je dirais le pay-per-view en général. Parce qu'on peut avoir de gros moments. Et on peut avoir deux très beaux Rumble. Hein, deux très beaux Rumble réussis de chaque côté. Mais faut soigner tout ça. Voilà, faut bien nous raconter les histoires, nous provoquer des émotions et pas des choses. Parce qu'il y a eu des Rumble, malheureusement, il y avait très peu de storytelling et ça m'avait beaucoup déçu. Donc j'espère que le match sera bien produit, bien réalisé, qu'il n'y aura pas trop de longueur. C'est toujours difficile à produire un Rumble. Hein. C'est très compliqué. Et puis il peut souvent y avoir des imprévus, des aléas et des petits ratés quoi. Malheureusement, hein, ça arrive. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire victoire de Charlotte Flair. Pour le moment, en tout cas, j'irai là-dessus. Et pour aller chercher plutôt Stratton plus que Rhea Ripley. Et on va passer maintenant au match suivant, qui sera pour moi le main event, à savoir le Royal Rumble masculin, évidemment, le gros morceau, avec les 10 hommes. Alors là, il y avait 7 femmes. Là, il y a 10 hommes officiellement annoncés. Donc je fais la liste là, la liste actuelle en tout cas. LA Knight, Voldemort, Seth Rollins, Drew McIntyre, Sami Zayn, John Cena, Jey Uso, Roman Reigns, à nouveau le Tribal Chief, l'OTC évidemment, c'est pour ça que je lui... Voilà, il a ce collier, Rey Mysterio et Shinsuke Nakamura, le champion des États-Unis. Voilà, ça ce sont tous des mecs qui se sont officiellement annoncés. Hein. Donc là, on est déjà pas mal. En Star Power, on est très bien. Et là aussi, je pense qu'on peut partir vers le meilleur Rumble de l'histoire. Il y a beaucoup d'histoires à raconter. J'évoquerai pas tout évidemment, mais il y a énormément de choses, de chassés croisés, de belles rencontres à faire, ou de réunions, de retrouvailles, ou donc de rencontres what the fuck imprévues, mais avec des idées de folie qui pourraient tout à fait sortir du chapeau. Voilà, ça c'est ce que j'attends aussi du Rumble. Et là, on a quand même de grosses têtes d'affiche. Ça fait du bien de voir aussi, d'ailleurs, on peut le noter, Roman Reigns dans un Rumble match, parce qu'évidemment, il a été champion depuis si longtemps que forcément, il participait jamais au Rumble match. Donc ça fait du bien de le voir dans ce rôle-là, ça va changer un petit peu. Et donc, il y a de l'expérience, forcément. On n'a que des mecs expérimentés, de toute façon, là. Le grand retour de John Cena, forcément, c'est sa dernière année. Donc là, il démarre sa dernière année, sa longue route vers la retraite, avec plein de, je pense, de grosses choses qui vont lui arriver. Donc 10 mecs donc sur 30, c'est bien, ça laisse beaucoup de place encore aux surprises. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et d'ailleurs, alors,
on va y aller. Avec la liste aussi des mecs surprises. Alors j'ai mis aussi une petite liste, enfin une petite, un peu plus grande que pour les femmes. Alors des mecs en vrac, liste non exhaustive bien évidemment, des idées que j'ai, voilà. Et je vais tout de suite vous présenter ce visuel. Le voilà. Donc il y a quand même du monde. Il y a un peu du what the fuck aussi, mais il n'y a rien d'impossible, je dirais, dans le lot. JBL, j'ai mis JBL parce que oui, il y a ces apparitions qui sont nombreuses maintenant. Hein. Dans les shows indie, chez TNA, on l'a encore vu à Genesis, avec un rôle toujours flou, on ne sait pas ce qu'il veut. Il intervient régulièrement. C'est toujours autour de Joe Hendry d'ailleurs, ou de Nick Nemeth. Bon, qu'est-ce qu'il cherche à faire? On ne sait pas. On l'a vu à Raw, en plus, justement. Bon, on était au Texas, hein, tout comme Genesis d'ailleurs. Donc bon, il était dans le coin, on va dire. Bon, il n'a pas servi à grand chose. J'étais un peu déçu d'ailleurs. Je m'attendais à mieux que juste commenter un match et puis avoir un petit segment avec les New Day. Je m'attendais à avoir un peu plus d'éléments de sa part. Mais il pourrait tout à fait endosser le rôle, je dirais, de la légende dans ce match. À propos de légende, juste à côté Goldberg. Goldberg, oui, on a vu une interaction à Bad Blood, là, à Atlanta, avec Gunther. Donc il y a toujours cette rumeur. Bon, il va pas gagner le Rumble pour aller affronter Gunther, hein, faut quand même pas exagérer. Mais ça peut être un adversaire de transition pour un show saoudien, par exemple. C'est tout à fait le genre à vouloir faire un match en Arabie Saoudite, voilà, pour être un challenger de transition de Gunther. Ça pourrait arriver dans un backlash ou un truc comme ça. Bref, voilà, bon, c'est un nom voilà, qui m'est venu en tout cas, qui ne semble pas déconnant. Là, c'est une grosse cote, mais Biggie parce que il y a toujours cette incertitude. On ne sait pas vraiment dans quel état il est actuellement, mais le segment avec les New Day, forcément, ça a redonné peut-être un peu espoir à certains. Parce que forcément, est-ce que c'est amené peut-être à apporter quelque chose derrière, ou si c'était juste pour le turn des New Day et puis c'est tout. Bon, on verra hein, du coup, mais ça pourrait donner, je dirais, un effet énorme, une grosse pop. Hein. Ça serait un peu un moment à la Edge, j'ai envie de dire. Le retour de Biggie là, s'il arrive comme ça, ouais, alors là, ça ferait un sacré effet. Surtout s'il y a évidemment les New Day qui sont dans le ring. D'ailleurs, ça sera peut-être justement un indicateur. Si on voit les deux New Day ensemble dans le ring à un moment donné, là, je pense qu'il y aurait moyen d'y croire. Et de se dire, ah, là, est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que Biggie ne va pas se pointer à un moment donné, quoi? Voilà, si on a les deux, là, on pourrait peut-être y croire. Ethan Page, que j'ai mis à côté, voilà, il a un peu le profil main roster, hein, il a l'expérience. Le titre NXT, je pense pas qu'il va le récupérer de sitôt, et même je pense qu'il le récupérera plus, donc je pense qu'il a déjà tout donné. Alors je dis pas que c'est pour le main roster, hein. Il y a encore des petites choses du côté de NXT. Il a une feud à finir avec Javon Evans notamment. Mais c'est surtout voilà pour le montrer, voilà. Et puis bon c'est un bon candidat et un bon profil pour le main roster, mais aussi du coup pour se présenter au Rumble, voilà, aussi pour le montrer un peu aussi. Hein. Il y a des gens qui le connaissent pas forcément très bien. Hein. À côté, j'ai mis Tyler Bate, hein, dont on annonce qu'il est pas loin du retour. Donc là aussi, là j'ai joué sur les rumeurs. Et oui, ça fait un petit moment qu'il est blessé, donc un retour qui ferait plaisir. Voilà, pas extraordinaire, mais ça ferait une bonne petite pop. Moi, je serais content de revoir Tyler Bate. Pourquoi pas pour se confronter à Pete Dunne, par exemple. Voilà, bon, ça mange pas de pain. Ça pourrait être sympathique. Obafemi que j'ai mis à côté. Même logique que Julia, histoire de présenter un peu le titre NXT. Il a le gabarit. Il pourrait avoir quelques éliminations à son actif. Hein. Avoir aussi des moments un peu mythe hein, avec des Braun Breakers, avec des Braun Strowman notamment, et des Homos, pourquoi pas aussi. Voilà, des moments où là on peut retrouver des mecs je dirais qui se disent oh putain qu'est-ce que je fais là, je ferais mieux de me barrer parce que là mon avis là ça va barder là, ça va mal finir. Donc voilà, Obafemi ça peut être aussi une bonne curiosité. Et là aussi, en attendant le main roster, évidemment, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, voilà, le montrer un petit peu avec le titre NXT. Le Rock, point d'interrogation, mais ça peut paraître peut-être un peu plus improbable maintenant qu'on l'a vu lors du Raw Netflix avec cet incroyable, je dirais, volte-face
Et maintenant, ce face turn, on va dire, il est revenu tout gentil avec Cody Rhodes. Ah, ça y est, maintenant, on est potes. C'est vrai que ça en a désarçonné beaucoup, dont je fais partie. C'est vrai que entre ce qu'on a pu avoir il y a pas loin d'un an et là, ouais, ah oui, effectivement, là le Rock, ça a changé. On a raté quelques épisodes. Alors effectivement, il y en a beaucoup qui disent bon bah en fait c'est parce que ça acte le fait qu'il sera pas à Mania. Voilà, puisqu'il y en a beaucoup qui disaient qu'il serait pas là, il pouvait pas, il sera en tournage, etc. Et que du coup, il ne pourra pas être à Mania, et c'est pour ça qu'ils du coup ils ont préféré partir sur ce face turn, on va dire, ou c'est cet enterrement de hache de guerre avec Cody. Maintenant, alors je suis peut-être l'un des seuls, mais j'ai quand même envie de laisser une petite ouverture, je dirais, au gros work. On se serait tous fait worker en beauté, en pensant que l'affaire est réglée entre Cody et le Rock. En pensant effectivement, bon bah le Rock pardon, il sera pas Mania, bon bah voilà, end of the story. Il racontera quelque chose plus tard, peut-être le Reigns ou autre. Mais voilà. Et en fait, non. Le mec, il va se pointer au Rumble comme ça. Et puis en fait, il reviendra en heel quoi. Et là, on se sera bien fait worker en beauté, et puis il va peut-être l'emporter en fait. Et il va aller chercher Cody, voilà. Alors ça devient peut-être de moins en moins probable, mais on sait jamais. Et puis il faut quand même pas, ouais, alors ça peut encore évoluer, mais dans les cotes actuelles, il est bien placé, hein, le Rock. Hein. Il est toujours bien placé. Il est pas en tête, mais il est dans les 4-5 premiers. Hein. Donc c'est pas encore déconnant de voir le Rock gagner. Hein. Et en tout cas à minima participer. Hein. Donc moi j'attends de voir. On va dire que tant que le Rumble n'est pas passé. Voilà, bon, si on le voit pas au Rumble, bon, on pourrait se dire, bon, bah, effectivement, voilà, ils ont abandonné l'affaire avec Cody. Mais tant que le Rumble n'est pas passé et qu'on ne sera pas assuré de son absence, on va dire, eh ben, moi, je resterai dans l'incertitude. Ouais, pour moi, je suis pas encore certain que le Rock ne va pas se pointer au Rumble, quoi. Et pourquoi pas le gagner? Ça pourrait être. Alors, ça sera pas un choix forcément très judicieux, mais bon. J'ai pas spécialement envie non plus. J'en avais parlé dans ma carte prédictive de Mania, mais sans le vouloir en fait. Je l'avais mis gagnant du Rumble pour aller chercher Cody. Et puis j'avais fait ça avant l'Euro Netflix. Hein, parce que je m'attendais pas à ce qu'on a vu sur l'Euro Netflix. Hein. Je pensais pas qu'on allait voir un Rock dans cette attitude-là, quoi. Il paraît que c'était assez décevant pour la plupart hein, d'entre nous. Hein. Cette attitude du Rock, quoi. Mais attention, ça reste le Rock. Hein, il peut nous troller. Moi, je reste très prudent. Donc je l'ai mis dans la liste. Trick Williams, voilà, qui a encore des petites affaires à régler avec Obafemi. Mais après, bon, bah, je pense que le main roster est plus très loin. Il a une bonne entrée. Le public va avoir sa petite pop. Whoop that trick. Voilà, ça fera plaisir. Ça peut être aussi une bonne façon de le présenter un petit peu aussi à ceux qui ne le connaissent pas. Et voilà. Le Rumble, c'est une bonne façon aussi de mettre le pied à l'étrier. Donc, pourquoi pas, Trick Williams. Je reviens à gauche avec Omos. Triple H l'a dit lui-même. Hein. Moi, je le fais pas beaucoup. Oui, effectivement, il ne faut pas beaucoup venir. On le voit plus, Omos. Mais Triple H s'en était justifié en disant qu'il avait envie de plus d'en faire quelqu'un plus de... Un phénomène, entre guillemets, ou quelqu'un qui soit là pour un moment, quoi. Et Rumble, ce serait parfait pour ça. Forcément, mettre un géant. Il est en train de vivre sa meilleure vie à la Noah. C'est complètement surréaliste de se dire ça, mais c'est vrai. Il est à la Noah, là. Il a même des titres tag, là. Ouais, ça plaît au Japon, hein, ce genre de mec. Hein. Les mecs Bigger Than Life, ça plaît toujours au Japon. Hein, et donc, c'était pas un choix déconnant, au final, hein, d'avoir fait ça. Hein. C'était même plutôt malin. Voilà. Et en faire une bête de foire, voilà, quelqu'un qu'on voit pas beaucoup, pour marquer le coup et pour produire un effet, Omos, ça pourrait être très bien dans un Rumble, voilà. Et pourquoi pas, donc comme je disais, voilà, une confrontation avec d'autres big guys, avec un Strowman par exemple, un Jacob Fatu aussi qu'on a, voilà, je l'ai pas cité, mais je l'ai pas mis parce que c'est pas non plus une énorme surprise qu'il soit dans le Rumble, donc je l'ai pas mis dans la liste. Mais un Jacob Fatu Omos, un Jacob Fatu Oba, un Oba Omos, voilà, il y a plein de gros duels là qui pourraient avoir lieu et ça pourrait faire popper le public. Hein.
À voir. À côté, ben, Randy Orton, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, soit il revient au Rumble directement, soit il revient pour faire tomber, on va dire, faire perdre Owens contre Cody. Voilà, ça sera l'un des deux, je pense. Mais ça peut être en 2 actes. Ça peut être en 2 actes, cette affaire, avec un Owens qui pourrait peut-être participer vers la fin, très énervé, après avoir perdu son match contre Cody, pour essayer de nouveau tenter sa chance. Puisque évidemment pour lui il est champion, il mérite ce titre, donc forcément il peut être aussi dans cet état d'esprit revanchard et obnubilé par le titre, et donc une baston avec Randy Orton, évidemment. Ça c'est un moment, je l'attends ce moment, hein, au Rumble, la baston entre Orton et Owens, hein. Bon, j'ai ajouté aussi pour la déconne iShow Speed. iShow Speed, à cause de la vidéo qu'on a pu voir où Triple H l'a appelé, il était dans un avion là, il était en Uruguay. Et puis il a demandé de venir, si ça pouvait l'intéresser, de venir au Rumble à Philadelphie, à Indianapolis, pardon. Et il lui a dit, je peux streamer? Il m'a dit, oui, 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 tu peux streamer. Donc voilà, donc en gros il va streamer, il va être présent, il sera, je pense, dans les abords de l'enceinte, il fera ses petits streams. Mais du coup je me dis, voilà, attention, est-ce que ça pourrait pas être le VIP qui participerait au match? On sait évidemment que Logan Paul, il y a de bonnes chances qu'il participe aussi, Logan Paul. Et puis on va le voir, il va être présent au prochain Raw, donc il risque d'annoncer sa participation au Rumble. Pourquoi pas une confrontation entre Logan Paul et iShow Speed. Voilà, ça c'est vraiment pour faire du buzz, hein. Mais c'est tout à fait dans l'esprit. La VV pourrait faire ça s'ils veulent vraiment faire du buzz facile. Logan Paul, iShow Speed. Voilà, alors ce serait un peu de comédie pour iShow Speed, hein. Il va pas faire long feu, hein, s'il est là. Pourquoi pas à nouveau rencontrer Randy Orton, hein, avec qui il avait déjà eu des petits problèmes, hein, on s'en souvient, avec la bouteille de Prime. Voilà, donc un petit RKO, quoi. Pourquoi pas, voilà, ça serait pour la déconne. Bon, ça serait un spot un peu volé, enfin un peu gâché, je dirais, mais ils en sont capables, hein. À partir du moment où il va être dans les travées, il va peut-être venir avec son téléphone, il va peut-être faire un stream en direct en tant que participant au Rumble. Ils sont capables de faire un truc dans le genre, hein. Logan Paul, il avait bien fait aussi, il s'était bien filmé en train de faire un splash sur la table, donc iShow Speed peut faire pareil, hein. Participant du Rumble, vous êtes un peu à ma place là, ça y est, tout le monde profite, et puis le téléphone en même temps, et puis il se fait balancer par-dessus la 3ème corde, et puis t'as le téléphone qui va valdinguer. Bon bref, voilà, c'est tout à fait un truc qu'ils sont capables de faire. Bon, je suis pas fan, mais bon, voilà, c'est pour le moment, hein, c'est le buzz, hein, voilà, tout simplement. Complètement à droite, Javon Evans, qui peut être un peu la grosse cote, mais c'est tellement une pépite. Le mec, c'est je sais pas, pour moi, hein, s'il le foire pas, c'est une future star. Il est déjà exceptionnel, hein, vraiment. Le mec, il a 19-20 ans, quoi. Incroyable à son âge, ce qu'il est capable de faire. Il a un petit truc, un petit côté Kofi, forcément, mais il est beaucoup plus longiligne et plus grand, mais il est hyper agile. Donc c'est un vrai spotter, mais très impressionnant, qui a donc des problèmes avec la mâchoire, là. Il peut plus parler, là, à cause d'Ethan Page. Mais évidemment, ça l'empêcherait pas de participer au Rumble. Et j'y ai pensé parce que l'idée n'est pas venue de moi, mais l'idée c'était de se dire, comme Kofi Kingston maintenant il est devenu heel, il y a peu de chances qu'on le voit faire ces Kofi spots là, ces sauvetages miraculeux, parce que ça fait très face de faire ça. Et ben pourquoi pas Javon Evans qui prendrait le flambeau, qui aurait un peu qui hériterait finalement de ce Kofi spot, pour perpétrer la tradition, j'ai envie de dire, parce que c'est un candidat qui aurait tout à fait les capacités pour faire ça, et pour être l'héritier de Kofi Kingston pour les Kofi spots, parce qu'il est très agile, il peut faire beaucoup de choses, et il a une énorme détente. Donc je pense qu'il pourrait aussi innover. Voilà, c'était surtout pour cette idée-là. Et puis en plus justement Kofi, ça pourrait être drôle de le voir maintenant qu'il est heel, nous teaser un sauvetage, et puis en fait il va pas le faire. Nous frustrer avec le public, dire non mais tu crois que vous voulez mon sauvetage miracle? Non, je le ferai pas. Et voilà, et ça fera huer. On revient en bas à gauche avec Nick Nemeth, hein, l'ex Dolph Ziggler, évidemment. Voilà, il connaît très bien la maison. Il vient de perdre le titre à Genesis contre Joe Hendry, et voilà. Et puis forcément avec cette histoire un peu flou avec JBL, avec donc Nemeth. Il est pas loin du heel turn du côté de TNA d'ailleurs.
Et là, bon, bah, ça pourrait tout à fait être un retour possible avec peut-être voilà, un petit face-à-face avec Joe peut-être avec JBL, on sait jamais. Bref, voilà, ça c'est vraiment pour le petit retour et puis toujours l'entente avec la TNA. Matt Cardona, c'est bon, je l'avais déjà cité l'année dernière, hein, le mec de Chelsea Green, bien évidemment, qui est un free agent. Hein, on l'a d'ailleurs, il a été le premier adversaire de Joe Hendry pour le titre. Hein, depuis que Joe Hendry est champion, lors de la Weekly TNA de la semaine dernière. Il a perdu, bien évidemment. C'est pas extraordinaire dans un ring, hein, mais c'est pour la pop. Pour le moment, c'est tout à fait envisageable d'avoir un Matt Cardona qui est free agent. Donc lui, il pourrait se balader, il peut se balader où il veut. Hein, donc il n'y a aucun problème à ce qu'il puisse se pointer. Peut-être en tant que Zack Ryder, hein, on ne sait pas sous quel nom ce serait, mais bon, en tout cas, voilà, c'est un nom, je pense, qui est envisageable. Malakai Black ou Aleister Black, là, c'est une grosse cote, dans la mesure, enfin, ça arrête peut-être d'être compliqué, mais je le mets quand même. Oui, alors, ça y est, bon, il est plus chez All Elite, hein, maintenant c'est fait. All Elite l'a complètement, je dirais, évincé des histoires. Maintenant, Brody King et Buddy Matthews, ou Murphy, comme dirait le Will Ospreay, je viens de faire une Will Ospreay d'ailleurs. Buddy Matthews, oui. Maintenant ils sont en équipe. C'est les Hounds of Hell. Ça, ils ont changé de nom. La House of Black a disparu. Donc voilà, le Black est rayé de la liste. Julia Hart les accompagne toujours. Maintenant, ce sont donc les Hounds of Hell. Et bon, on nous a bien fait comprendre que qu'il y avait plus de leader. Enfin, il y avait plus de Malakai n'existe plus. Il n'existe plus. Il en a terminé avec All Elite. Et en fait, de ce que j'ai pu lire, en fait, son contrat risque plutôt de se terminer entre fin février et début mars. Enfin, février-mars, quoi. Donc ça sera du coup un peu juste pour le Rumble. Mais maintenant, on peut toujours avoir des petits arrangements. Hein, on sait jamais. C'est pour ça que je garde quand même ce petit... Parce que franchement, quand ça se joue à si peu de choses près, à quelques semaines près, ça serait quand même, on peut quand même tenter le coup. Il a plus d'engagement avec All Elite. Il y a encore voilà, une petite fin de contrat quand même encore à laisser courir, je dirais. Mais en soi, voilà, il est libre. Hein. Donc on verra. Moi, je garde la petite porte ouverte pour le grand retour d'Aleister Black. Ça pourrait être cool, évidemment. Et moi, je serais très content de le voir de retour à la maison. Et puis il y a Zelina hein, qui est là, donc forcément, un retour chez VVE est plus qu'envisageable. Et je pense que Triple H l'aime beaucoup. Et voilà, ce serait quand même serait pas surprenant de le voir de retour. Même si c'est pas au Rumble, ce sera plus tard. Mais en tout cas, le voir de retour, ce serait pas une surprise. Et AJ Styles, qui est blessé depuis un bon moment. Là aussi, j'ai pas non plus trop de nouvelles, mais je le mets comme un possible retour. C'est un peu comme Asuka, bon. On va voir où il en est. Mais vu que ça fait un petit moment. Et puis un peu pour le symbole aussi, parce que comme forcément il a fait ses débuts lors d'un Rumble. C'était il y a 9 ans, hein, c'était en 2016. Donc ça sera déjà 10 ans dans un an. Hein. L'année prochaine, ça fera 10 ans. D'ailleurs, je me demande si c'est pas déjà le grand favori pour avoir le numéro 10. Hein. Ça sera pas le Perfect 10. Hein. Mais le numéro 10 de l'année prochaine, je pense que AJ Styles, s'il n'est pas blessé, serait un grand favori pour hériter de ce numéro. Je ne pense pas que Sean Spears sera le numéro 10 cette année. Hein. Faut pas rêver. Je pense pas qu'il y aura Sean Spears. Hein. Non. Ils vont pas faire la blague à chaque fois. Hein. En tout cas, oui. 9e année. Donc pour le symbole, peut-être pour les débuts d'AJ Styles chez VVE. Donc peut-être le voir de retour au Rumble. Ça pourrait être cool aussi. Moose, là, ça pourrait être la grosse cote. Mais voilà, c'est un mec... voilà, c'est la TNA. Un mec costaud. Voilà, qui a tout à fait le physique VVE. Voilà, ça aussi pour le moment. Pourquoi pas Moose? Là, je vais chercher peut-être un peu loin, mais je l'ai mis quand même. C'est tout à fait un candidat potentiel avec des duels aussi qui pourraient être tout à fait intéressants. Voilà, moi je trouverais ça drôle je trouverais ça cool de le voir. En tout cas, Moose, voilà, moi j'attends toujours. On l'a toujours pas vu chez VVE. Joe Hendry évidemment. Là, pour moi, ça me semble inévitable. Il est champion. Et pour moi, d'ailleurs, c'était mon pronostic. Pour moi, je le voyais gagner, prendre le titre à Genesis. Parce que pour moi, le but, c'était qu'il vienne au Rumble avec le titre, quoi. Pour moi, c'est un peu l'histoire qui s'écrit, quoi. C'est comme Jordan Grace l'année dernière. Il faut qu'il se pointe avec le titre, quoi. Et c'est pour ça. Et puis, il y a le partenariat qui a été renouvelé. Donc, pour moi, ce serait une énorme erreur, même, de la part de la VVE, de ne pas faire venir Joe Hendry, qui a teasé déjà en plus le fait qu'il pouvait se présenter à tout moment. Il va se présenter.
La pop sera d'envergure, elle sera énorme la pop, hein, ça c'est sûr. Tout le monde le connaît maintenant. Il viendra avec la ceinture. Bref, voilà, pour moi c'est évident qu'il va y être quoi. S'il a la ceinture, c'est pas pour rien. Alors c'est pas que pour le Rumble bien évidemment, mais c'est en partie aussi pour ça, je pense. Et voilà, moi j'attends forcément son entrée. Et enfin, bah, on reste dans la TNA avec Josh Alexander, puisque forcément, bah, il vient de dire I quit à Mike Santana, à Genesis, et en plus il a dit après le match, non seulement j'ai dit I quit, mais en plus I quit TNA. Voilà, et il a un dernier segment, enfin un match, probablement le dernier en tag dans l'épisode d'Impact de la semaine prochaine, qui risque d'être son dernier. Et voilà, bon, il s'en va, il quitte TNA, on l'a compris. Donc, bah forcément, VVE, ça reste une grosse possibilité. Évidemment, The North, on pense à Ethan Page et son ancienne équipe. Pourquoi pas, ça sera peut-être plus du côté de NXT, on verra. Mais en tout cas, Ethan Page, Josh Alexander, bon, on y pense. Il y a aussi des gros duels aussi à faire, des dream match. Bref, Josh Alexander, si c'est pas que ce soit au Lilith, VVE ou autre, ça va être l'un des free agents les plus demandés. Hein. Ça c'est sûr. Celui qui réussira à récupérer Josh Alexander fera une immense affaire. Ça c'est clair et net. En plus, bon, bah, alors pareil, je parlais de Toronto, mais Toronto c'est sa ville. Pourquoi pas avec le Chamber, hein. On sait jamais, hein. Le timing pourrait être le bon pour lui. Hein. Bref, voilà, ça c'est pour la liste un peu, à nouveau non exhaustive, de plein de noms possibles, de grosses surprises qui pourraient arriver. Et le pronostic, alors là c'est encore plus difficile que pour les femmes, parce qu'il y a beaucoup de favoris. Les noms qui ressortent le plus, bah, ça peut être surprenant, mais à l'heure actuelle c'est John Cena. Cena qui est pour l'instant le gros favori. Il y a Voldemort, qui se retrouve souvent en deuxième position. Il y a Seth Rollins, il y a Roman Reigns. Voilà, c'est un peu ces noms-là qui reviennent. Voilà, après, faut aller un petit peu plus loin. Mais je vais m'arrêter à ces noms-là. À Cena, Voldemort, Rollins et Reigns. C'est vraiment assez ouvert. Il y a quand même beaucoup de possibilités. C'est vrai que c'est pas facile de faire un choix. Ça, c'est quand même, on va dire que c'est aussi confortable. C'est bien aussi d'avoir un peu de difficulté. C'est bien aussi. Roman Reigns, bon, ça nous le remettrait encore dans le main event de Mania. Ça serait beaucoup. Le revoir tourner autour du titre, moi j'y crois pas, Roman Reigns, honnêtement. Je pense qu'il peut raconter d'autres choses. Et il y a toujours cette histoire avec Voldemort, cette histoire de faveur demandée à Paul Heyman, qui risque d'entrer en ligne de compte à un moment donné. Donc j'aurais tendance à évacuer Roman Reigns. Rollins, j'y crois pas parce que je pense qu'il est en train de tourner heel. D'ailleurs, ce qui se passe actuellement, ça confirme un peu mon idée de carte prédictive de Mania, hein, où j'avais mis un tag match entre Rollins, McIntyre et Zayn et Uso, avec un Rollins donc qui serait heel, qui rejoindrait un peu, qui s'associerait un peu à McIntyre. Et ce qu'on a pu voir lors du dernier Raw, d'ailleurs, bah, ça semble un peu aller dans ce sens-là. On risque d'avoir un Rollins qui va tourner sur Sami Zayn et qui va être un peu bah voilà, qui va un peu suivre le chemin de McIntyre, hein, qui en a marre de toutes ces histoires de bloodline, qui va péter un câble, et voilà, et ça risque ça risque d'être le programme en fait pour Rollins, donc j'ai l'impression qu'on s'en va plus vers une histoire autour de McIntyre, de Rollins, de Sami Zayn, donc, et peut-être même de Jey Uso pour Mania, donc j'ai pas envie de mettre Rollins dans la course, pour moi c'est, ouais, ça va se jouer pour moi entre Cena et Voldemort, j'ai l'impression que ça va être plutôt ces deux-là. Et c'est pas facile parce que les deux pourraient gagner en fait. Cena, ça peut être la belle histoire pour son dernier Rumble, le gagner et aller chercher le champion. Alors il pourrait aller chercher Gunther comme il pourrait aller chercher Cody. Les deux affiches forcément sont envisageables. Voilà, pour aller peut-être chercher ce fameux 17e titre. Ça serait la belle histoire pour son dernier Rumble. C'est le gros favori actuellement. Ça peut bouger évidemment. Donc ça pourrait être un choix. Voldemort, il a réussi sa légitimité. Il veut être champion, évidemment. Lui, forcément, il pourrait aller chercher Gunther pour le titre mondial. Le poids lourd, pardon. Il pourrait aller chercher Cody Rhodes aussi, même si j'y crois moins. Mais Gunther, pour moi, ça serait, s'il le gagne, à mon avis, le Rumble, ça serait plus pour Gunther. Et il y a cette histoire de faveur. Donc cette faveur, j'ai l'impression que ça tourne plus autour de l'idée d'être main eventer de Mania, en fait, hein, puisque c'est un peu toujours cette histoire qu'on lui serine, notamment Rollins.
et que c'est peut-être pas pour rien, et que du coup, bah, c'est peut-être ça qui va faire qu'il ne gagnera pas le Rumble en fait. C'est que si, en gagnant pas le Rumble, du coup, il ne s'assurera toujours pas de place dans le main event, et c'est peut-être là-dessus que va intervenir sa faveur envers Paul Heyman, quoi. Et qu'on pourrait tout à fait avoir finalement une association qui pourrait faire être explosive, et un match qui serait très similaire à celui de l'année dernière, avec un tag match Star Power, on va dire, entre Voldemort et Roman Reigns, donc les deux Paul Heyman guys entre guillemets, et Rollins et McIntyre, on va dire les deux avec lesquels Voldemort a eu des gros problèmes ces derniers mois là. Ça pourrait tout à fait être un match possible aussi pour Mania, avec du gros Star Power, et qui permettrait du coup à Voldemort de faire enfin son main event de Mania. Alors ce serait pour la nuit 1 du coup ça, hein. Ce serait plus pour la nuit 1. Mais bon, ça reste une hypothèse, mais il y a tellement de choses possibles, hein. Forcément c'est pas évident. Moi je suis quand même très partagé. Je vais quand même y aller avec John Cena à l'heure actuelle. La sécurité parce que c'est le favori actuel. Mon seul truc, pour moi ça reste possible, mais John Cena, j'ai juste un petit problème, un tout petit doute, c'est le fait qu'on sait déjà qu'il va participer, alors pas à l'Elimination Chamber, mais au pay-per-view Elimination Chamber. Bon, attention, c'est la nuance, on sait pas, ça ne va pas forcément dire qu'il va faire le Chamber match, mais en tout cas le pay-per-view il y sera. Mais je me dis pourquoi est-ce qu'il serait dans le match, pourquoi est-ce qu'il serait dans un match normal, on va dire, c'est possible, hein, il va peut-être faire un match normal, mais on va dire s'il gagne le Rumble. Bah, et du coup, il participera pas à l'Elimination Chamber, le match à l'Elimination Chamber en tant que tel, puisqu'il a plus de raison de participer, il aura déjà son title shot. Sauf que du coup, si Cena participe au pay-per-view Elimination Chamber, qui sera donc le dernier de sa carrière, moi je le vois participer, aller dans la cage pour marquer le coup une dernière fois. Donc je vois pas l'intérêt en fait d'être à Toronto dans ce pay-per-view pour ne pas être dans la cage pour la fin de sa carrière. Donc j'en déduis, ça c'est juste une déduction, que s'il est du coup ça veut dire qu'il va être dans la cage. Mais ça veut dire que s'il est dans la cage, bah c'est pour être forcément avoir une autre chance d'être ou champion du monde ou challenger numéro 1, hein, selon ce qu'on va voir. Mais en tout cas ça voudra dire dans tous les cas qu'il ne gagnera pas le Rumble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est juste ce petit argument qui me fait douter. Si on ne nous avait pas dit qu'il serait présent à l'Elimination Chamber, là j'aurais eu moins de doutes. Là par contre, sa présence assurée à l'Elimination Chamber me fait poser des questions, me fait me poser des questions par rapport à la victoire au Rumble de Cena, quoi. Maintenant ça reste le gros favori. Il pourrait bien évidemment aller chercher Cody, comme il pourrait aller chercher Gunther, les deux se racontent. Les deux, il y a des histoires à raconter. Cody, il a le côté un petit peu, je dirais, nouveau Cena en plus, un peu le successeur. Donc il y a des choses qui peuvent se raconter, des promos intéressantes entre les deux. Et Cena Gunther, ça serait un peu plus traditionnel dans toutes les rivalités qu'a pu avoir Cena dans sa carrière avec le méchant qui aime pas les Américains, nanana, qui va être très arrogant, et contre Cena, le super-héros aimé de tous. Voilà, ça sera du grand Cena, du grand classique. Ça pourrait tout à fait aussi être vendeur. C'est ce que j'avais mis d'ailleurs dans ma carte prédictive de Mania. J'avais mis un Cena Gunther. Pourquoi pas, franchement, ça reste envisageable. Donc oui, Cena vainqueur de Rumble, ça se raconte, hein. Ça se raconte. Donc j'aurais tendance, mais ma certitude est moindre même que par rapport à Charlotte par exemple. Donc pour l'instant mon choix irait vers Cena. Et en 2 je dirais Voldemort. Mais voilà, avec toutes ces histoires qu'il a à raconter, je me demande si du coup ça vaut le coup. Avec sa faveur, la faveur me fait me dire que du coup il a plus de chances d'utiliser cette faveur pour avoir une autre possibilité d'aller dans le main event. Donc s'il gagne le Rumble, bah, sa faveur ne servira pas, quoi. Donc ou alors va servir que dans quelques mois. Donc pour l'instant j'irai pas vers Voldemort, mais maintenant ça peut se raconter, il peut gagner le Rumble, il peut perdre son match de championnat Mania, et puis avoir seulement à ce moment-là déclenché sa faveur après Mania pour essayer d'avoir sa chance au titre, parce qu'il cherche le titre, hein, évidemment. Donc ça peut être aussi après un échec à Mania, hein, qui ferait appel à sa faveur.
Et on pourrait avoir par exemple un Reigns-Voldemort à SummerSlam, hein. Ça pourrait être le gros match de l'été aussi, hein. Mais là ça va se raconter au long cours. Bref, voilà, pour moi ça va se jouer entre Cena et Voldemort. Pour moi il y a que ça. Reigns, j'y crois pas trop. Faut le mettre un peu sur d'autres choses. Et puis McIntyre, Rollins, ils ont d'autres choses à raconter. On a teasé un truc entre Owens et Sami Zayn, mais ça c'était vraiment pour teaser. Ils n'iront pas jamais au bout du délire. Sami Zayn ne gagnera pas le Rumble, faut certainement pas y croire. LA Knight pareil, Jey Uso pareil, Rey Mysterio pareil. Et puis bon, tous les autres noms potentiels, non, je n'y crois pas. Mais en tout cas, le Star Power sera là. Il y aura des grands moments, énormément de Star Power et énormément surtout de storytelling. Le trio déjà, donc McIntyre, Rollins, Voldemort. Bon là, ça s'écrit tout seul. Jey Uso, Roman Reigns, Sami Zayn, Jacob Fatu, Solo Sikoa. Évidemment, les deux peuvent se retrouver. Il peut y avoir de la friture sur la ligne. Il y a un début d'émancipation pour Fatu, j'en avais parlé. Carte prédictive aussi de Mania, j'avais dit Solo contre Fatu, tout à fait envisageable. Hein. On a encore vu les réactions. Le public était. Il y a eu des chants en faveur de Fatu à Saturday Night Main Event, malgré tout ce qu'il a fait sur Braun Strowman. Donc, ouais, il y a du soutien déjà pour Fatu. Ça fonctionne bien. Donc, je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Une réunion des Latinos, évidemment. Bon, c'est un peu facile. Mais voir du Penta, du Santos Escobar, du Rey Mysterio, du Andrade, du Dragon Lee. Bref, il peut y avoir plein de rencontres sympathiques, évidemment, aussi autour des Latinos. Voilà. Donc d'ailleurs, maintenant, c'est la première fois que j'en parle. Du coup, c'est le retour de Penta. Ça y est, enfin, l'arrivée de Penta. Donc, c'était évidemment un secret de Polichinelle. Début un petit peu laborieux. C'était un peu. Ça a beau chouiller par-ci par-là. Au début contre Gable. Ça a été mieux contre Pete Dunne. Bon, voilà, il était un peu rouillé. Voilà, maintenant, faut qu'il reprenne un peu son rythme. Mais voilà, bon, ça commence plutôt bien. Il y a des réactions. Voilà, faudra attendre de voir un peu en dehors des États où il y a beaucoup de communautés latino, parce que là, il est en Californie et au Texas, donc c'est peut-être pas forcément les meilleurs exemples. On va aller un peu ailleurs et voir ce que ça donnera, mais pour l'instant, ça commence plutôt pas mal. Penta, donc là aussi, je pense qu'il a de bonnes chances d'aller au Rumble. Voilà. En tout cas, voilà, plein d'histoires. Je vais pas tout raconter. Il y en a tellement. Puis si le Rock vient en plus, voilà, c'est l'explosion là. Il y aura des grands moments. J'attends des moments avec des big guys, des moments un peu comédie, avoir un peu de légèreté, des dream matchs teasés à nouveau, et des histoires qui avancent, notamment Orton Owens. Ça, c'est le truc que j'attends. Voir des choses autour du heel turn peut-être qui avancerait de Rollins. Voilà, avec McIntyre, avec Sami Zayn, avec Jey Uso, LA Knight et Nakamura aussi qui pourraient se retrouver pour à nouveau se retrouver par rapport au titre US qui va forcément que LA Knight va forcément vouloir récupérer aussi. Bref, voilà, plein d'histoires. C'est à eux de jouer pour nous produire le meilleur match, les meilleurs moments et avoir la plus grande émotion, quoi. Ils ont le matériel, ils ont des légendes potentielles, ils ont du NXT, ils ont du TNA, ils ont des comebacks, des blessures, des retours, les longues absences, voilà. Il y a plein de choses, plein de retours, plein de mecs qui pourraient venir. Et voilà, c'est le Rumble, c'est la magie du Rumble. Donc ne nous décevez pas s'il vous plaît, parce que ouais, c'est vrai que ça fait plusieurs Rumble qui me déçoivent. Donc j'espère que ça va être vraiment un super show et mémorable, l'un des meilleurs de ces dernières années, quoi, tout simplement. Et il y a le matériel en plus, parce que le tag match, il peut être très cool, le Cody Owens, il peut être très cool, et puis on a les deux Rumble, voilà, les deux matchs phares. Donc franchement, on a une carte qui quand même est plutôt solide dans l'ensemble. Donc il y a tout ce qu'il faut pour vraiment nous faire qu'on va passer un très très bon moment, quoi. Et peut-être là déjà, peut-être avoir le pay-per-view de l'année, ou en tout cas l'un des candidats dès le départ. D'entrée de jeu, frapper un grand coup et avoir un pay-per-view déjà fort candidat pour être le pay-per-view de l'année. Voilà, je vais terminer cette vidéo avec le traditionnel top 5 des matchs que j'ai préférés donc sur les dernières semaines, sur le dernier mois, entre le 22 décembre et le 26 janvier. Toujours selon mes goûts personnels. Il y a eu évidemment des choix difficiles à faire, des suppressions malheureusement. Bon, des matchs qui vont peut-être pas forcément faire l'unanimité, mais bon voilà, c'est mes choix personnels, évidemment ça n'engage que moi. On va commencer par le numéro 5 de ce classement, il s'agit de Natsupoi contre Starlight Kid. C'était lors du show Stardom Dream Kingdom 2024, le 29 décembre. 4,5 pour la note.
C'était un match qui comptait pour le titre Wonder of Stardom, détenu par Natsupoi depuis fin juillet. Les deux arborent une très belle tenue d'un blanc éclatant. Et comme à son habitude, Starlight Kid va vite travailler la jambe de son adversaire pour préparer son stretch muffler qu'elle portera à plusieurs reprises avec beaucoup d'intelligence. Certains near falls sont à couper le souffle, le suspense est intense. Les manchettes pleuvent, c'est une vraie bataille dans les règles de l'art, sans la moindre tricherie. Et un superbe Spanish Fly de Starlight Kid, duquel Natsupoi va tout de même réussir à se dégager à 1 seulement. On va puiser au fond de ses réserves pour tâcher de finir ce match du mieux possible. Dernier combo spectaculaire pour venir conclure ce très solide match. Un superbe duel de Joshi à couteau de tiré, comme on les aime, du Joshi à son meilleur. Pour le dernier banger féminin de l'année 2024. Un post-match plein d'émotions aussi. Un fair play admirable de la part de la perdante venue déposer la ceinture dans les mains de la gagnante. Un 4,5 fort mérité. La crème de la crème du Joshi pour les sous, pour le meilleur match du show, tout simplement. 4 étoiles et demie. On va passer maintenant au numéro 4 de ce classement. Il s'agit de Ryohei Oiwa et Zack Sabre Jr. contre Shota Umino et Tomohiro Ishii. C'était lors du show New Japan Road to Tokyo Dome 2024, jour 5 du 23 décembre. 4,5 pour la note. Wrestle Kingdom approche à ce moment-là, et en attendant le main event entre Zack Sabre Jr. et Shota Umino, rien de tel qu'un petit tag match pour se mettre en jambe. Et bien évidemment, ce match se tient au Korakuen Hall, l'arène championne de mes top 5. Ce sont justement Umino et Zack Sabre Jr. qui ouvrent les hostilités. Le duel est assez équilibré, donne déjà envie de voir leur match de Wrestle Kingdom. Sabre Jr. va ensuite affaiblir le bras gauche d'Umino, permettant à Oiwa d'en faire de même derrière. Le duel qui suivra entre le jeune loup Oiwa et le vétéran Ishii sera de toute beauté. Le duel Sabre-Umino repart ensuite de plus belle. Umino est tenace, et le champion montre même quelques signes de faiblesse. Les deux hommes sont au sol, le public les applaudit tous les deux. Nouveau duel Ishii-Oiwa du plus bel effet. Un duel ensuite Sabre Jr. Ishii jusqu'à maintenant peu vu, un duel peu vu, et qui donnera lieu à un superbe échange de mandales, bien accompagné par le public. Les 4 hommes sont dans le ring, le match sombre dans la folie pure. Là, Sabre porte son Zack Driver sur Umino, tout le monde est au sol, et à l'issue de ce match, l'issue de ce match paraît vraiment fort incertaine. Le combo Shotgun Dropkick d'Umino et German Suplex d'Ishii qui suivra est fort réussi. Il y aura de la misco entre les deux équipes en fin de match. La fatigue se fait ressentir. Énorme near fall d'Umino suite à cette superbe Dr Bomb d'Oiwa. On est passé tout proche d'une énorme surprise sur ce coup-là. Le match se terminera entre les deux jeunes loups au bout d'un match à couper le souffle de 26 minutes tout de même. Mais quel mini-event, quel tag match, vraiment un superbe match qui a largement su remplir son boulot pour hyper le main event de Wrestle Kingdom et mettre aussi en avant les deux jeunes loups promis un grand avenir à la New Japan. Match hautement recommandable qui mérite donc amplement ses 4 étoiles et demie. Du très bon pourreau à voir à tout prix. On passe maintenant au numéro 3 du classement. Il s'agit de Tomohiro Ishii contre Gabe Kidd. C'était lors du show New Japan Battle in the Valley 2025 du 11 janvier. 4,5 pour la note. Match comptant pour le titre de New Japan Strong Openweight détenu par Gabe Kidd depuis mai 2024. Après un match déjà mémorable offert face à Kenny Omega 6 jours auparavant, Gabe Kidd avait à nouveau l'occasion de prouver sa valeur face à un vétéran que l'on ne présente plus et qui est capable d'être bon face à n'importe qui, en la personne de Tomohiro Ishii, dont je viens justement de parler dans un autre match juste à l'instant. Ce match nous aura proposé tout ce que l'on est en droit d'attendre de ces deux hommes, à savoir une vraie bataille d'hommes d'une demi-heure, à couper le souffle. Évidemment, les mandats n'ont plus, les atémis furent légion, les souplexes n'ont pas manqué, les coups de boule aussi. Il fut un bonheur de voir ces deux-là se rentrer dans l'art comme ils l'ont fait. This is awesome, fight forever. Le public n'a pas oublié les chants adéquats que ce match méritait. Une lutte acharnée, un véritable slugfest à voir à tout prix et qui a bien mérité la standing ovation d'après-match. J'ai adoré ce match et il en appellera d'autres à coup sûr. Il suffit déjà de voir l'après-match pour s'en assurer. 4,5 pour ce superbe match. Gabe Kidd montre encore ici toute l'étendue de son talent et l'on peut déjà s'attendre à voir son nom dans les futurs top 5 de 2025. Bref, un match vraiment qu'il faut voir, qui aurait même pu valoir davantage si le public avait été, je dirais, plus nombreux et donc plus sonore, ce qui l'aurait rendu encore plus épique. Et sa fin est assez frustrante, donc oui, je peux comprendre si certains l'ont moins bien apprécié que moi, mais ce sera évidemment donc à l'appréciation de chacun, comme tous les matchs de toute façon. On va passer maintenant au numéro 2 de ce classement, il s'agit de Will Ospreay contre Kazuchika Okada. C'était lors du show AEW World's End 2024 du 28 décembre. 4,5 pour la note. Une énorme affiche, bien évidemment, entre deux des meilleurs catcheurs de ce siècle, ni plus ni moins.
Celui qui l'emportera récupérera également le titre continental, hein, dont le champion est alors toujours Okada avant cette finale. Ces deux-là se sont déjà affrontés une fois à la Rev Pro, mais surtout un grand nombre de fois à la New Japan. C'était donc une affiche à laquelle on ne pouvait que s'attendre un jour du côté de l'AEW. Ospreay présente un gros bandage au front suite à sa plaie ouverte en demi-finale face à Fletcher, un peu plus tôt dans le show. Son visage est d'ailleurs toujours ensanglanté afin de présenter au public le visage de quelqu'un de combatif. Okada va d'ailleurs rapidement viser la tête de son adversaire, notamment à base de multiples DDTs. Okada, en bon heel, va ensuite arracher le bandage d'Ospreay pour intensifier le drama. Le rythme est plutôt lent, le public est assez calme pour le moment, Okada est plus frais, et ça se voit. Il contrôle globalement cette première partie de match, malgré les quelques sursauts d'Ospreay, notamment un Styles Clash, duquel Okada se dégage à 2,9. Ospreay surprend à son tour en se dégageant d'un Rainmaker, à la grande surprise d'Okada. Ospreay est rincé là, et Okada s'amuse avec sa proie. Ospreay est le gros babyface du match, il affiche beaucoup de courage. Le sang est de retour sur le visage d'Ospreay par ailleurs. Le contre du Rainmaker en Spanish Fly de la part d'Ospreay est juste incroyable à voir. A son tour, Okada va surprendre en se dégageant du Stormbreaker d'Ospreay. Deux finishers tant dévastateurs du côté de la New Japan n'arrivent même pas à conclure le match ici. Ça réveille le public qui fait alors une standing ovation. Il faudra un dernier finisher pour venir achever ce match de haute volée. J'ai trouvé ce finish un poil court et j'aurais aimé en avoir pour 5 minutes de plus. Mais mis à part cette légère critique, ce match est vraiment dingue. Il faut absolument le voir. Très belle finale de Continental Classic, le meilleur match de cette édition de World's End 2024. 4,5 pour ce match, bien raconté et de haute volée d'un point de vue in-ring. Un match complet, on peut le dire, franchement c'est le moins qu'on puisse dire. On va passer maintenant au dernier match, donc le numéro 1 de ce classement de ce dernier mois. Il s'agit de Kenny Omega contre Gabe Kidd, évidemment. C'était à Wrestle Dynasty le 5 janvier, 4,75 pour la note. Match qui était forcément très attendu pour le grand retour in-ring de Kenny Omega. Face à un Gabe Kidd donc, qui ne cesse de surprendre, j'en ai parlé tout à l'heure, et qui continue de gagner en importance au sein de la New Japan, de par son personnage très insolent, qui ne respecte rien ni personne, et qui aura fait un gros boulot sur les réseaux sociaux pour vendre ce match, en clashant notamment Tony Khan et le roster AEW. Gabe Kidd a une définition du catch qui ne correspond pas à celle de l'AEW, il se prétend un professionnel du catch, contrairement à l'AEW. Il arbore d'ailleurs lors de ce match une tenue très MMA et sans chichi, ça donne le ton de ce qu'il souhaite véhiculer comme image et comme message. L'entrée d'Omega est majestueuse et ça fait forcément plaisir de le revoir après tous les moments difficiles qu'il a vécu d'un point de vue de santé. On se fout sur la gueule d'entrée de jeu, ça vire ensuite au brawl. Kidd va se prendre une grosse powerbomb sur une table et va ensuite saigner. Omega également, après une souplex sur une autre table que Kidd aura disposée à l'extérieur. Les chaises sont ensuite envoyées sur le ring en grand nombre. Les bumps sont impressionnants. Omega fera aussi des rappels à sa diverticulite dans son selling. Kidd, malgré son côté bad boy, est très soutenu par le public japonais et c'est même Omega qui hérite du rôle de heel dans ce match. Kidd arrive à se sublimer. Il porte des moves dévastateurs qui malgré tout ne suffiront pas à finir le match. Mais suite à une powerbomb et un V-trigger, Kidd arrive quand même à kick-out, à 1 grâce à l'adrénaline. Le finish arrivera dans la foulée, venant conclure 32 minutes de pure action. Un sacré match qui fait honneur à la fois au retour d'Omega et à Gabe Kidd qui passe grâce à ce match à un palier supplémentaire sur la route de l'upcard de la New Japan, à n'en pas douter. Il sera un futur champion du monde et prendra le lead du Bullet Club War Dogs, c'est aussi une certitude. Le match est énorme et même le boss Tanahashi, le boss de la New Japan, craque et finit en larmes à l'issue de ce match. Ça aussi, cela contribue à faire de ce match un classique du genre et déjà un candidat, évidemment plus que sérieux au titre de Match of the Year. Quel que fut le perdant de ce match, il n'a rien perdu en réalité, ce perdant-là. Au contraire, il aura tout gagné. 4,75 pour ce match, très bien construit, bourré de storytelling, de drama et d'émotion, avec tout un contexte autour qui rend ce match forcément très spécial. Tout fan de catch se doit de voir ce match, c'est une obligation. Et bravo à Kenny Omega qui livre déjà une énorme performance après tant de temps passé hors des rings. Il est de l'étoffe des plus grands, ça c'est certain. Voilà, j'en ai terminé avec ce top 5 et donc avec cette vidéo. J'ai fait assez long, plus d'1h40, mais en même temps, voilà, le Rumble c'est toujours long d'en discuter. J'espère que ça vous aura plu et que vous écouterez cette vidéo au plus grand nombre et surtout en entier. Je vous appelle évidemment au like, c'est aussi très important pour moi, les likes, les partages et les abonnements si vous ne l'avez pas encore fait. Merci en tout cas à tous. N'hésitez pas à commenter, donner vos pronostics et vos favoris pour les 2 Rumble matchs. Comme je l'indique dans ma vignette, prochain rendez-vous, ce sera dans une semaine, le lendemain du Rumble, donc le 2 février, pour la review. Et voilà, on va voir ce que ça va donner.
et comment ce que j'en ai pensé. Voilà. Forcément, c'est moi personnellement mon pay-per-view préféré chaque année. Toujours beaucoup de hype, même si voilà, la plupart, ces derniers temps, j'ai été assez déçu de ce pay-per-view. C'était même l'un des moins bons de l'année à chaque fois, malheureusement. Mais la hype, elle sera toujours là. Et là, j'attends beaucoup parce que je pense que ça peut vraiment être un très très bon cru avec beaucoup d'émotions. Donc j'espère qu'ils vont pas se foirer. Ça serait vraiment du gros gâchis. Voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine. Portez-vous bien. Passez une très bonne semaine, évidemment. Et bien entendu, n'oubliez surtout pas plus que jamais, vive le catch. Et comme dirait un nouveau venu, Zero Miedo. Ciao à tous.